Takeoff, press 7, 80 knots, check. Air France, de Tango, bonsoir, de Tango 3, ligne 08 gauche et attendez. Air bonsoir, de... Bonsoir, de par l'instant, Air France, en deux temps. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to return flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Comment est-ce que ça va les amis? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue dans la zone aéro, bienvenue au bar de la zone pour ce nouveau mercredi soir. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont déjà dans le chat. Il y a un paquet de monde qui vient d'arriver. Bonjour à Florian L qui vient de follow la chaîne. Merci, bienvenue, installe-toi. On boucle la ceinture, c'est parti pour 1 heure et quart de zone aéro. Bienvenue à Pouletos85 avec son excellente chaîne qui vient d'arriver. Qui on a d'autres? J'ai vu Fred, notre ami Fred qui est là. Aviateur 59, Badinter 18, notre modérateur en chef Jurden aussi qui est là. Julien R3, Nicolas qui est là et qui est connecté aussi. Michael 2608 aussi, nouveau follower. Et merci Freeflight 30 qui vient de renouveler ses 3 mois déjà. 3 mois de points miles pour Freeflight 30 qui nous aide beaucoup. Et nouveau follower, ah ben voilà, Bernadette Chirac, la femme de l'ex-président qui vient de nous rejoindre. Bernadette Chirac 2022, bienvenue. Bonsoir à vous, le Seb va mieux. Ça va un petit peu mieux, je te remercie. Faites comme Freeflight les amis, si vous voulez soutenir la zone aéro et nous aider à continuer de développer. On a l'idée avec Nicolas, on en reparlera d'un setup mobile, de pouvoir vous proposer des petits reportages, des petites choses comme ça. On va avoir besoin de vous pour ça et pour nous aider, c'est simple, c'est de prendre des abos. C'est pas compliqué, hein. C'est 3 € à peu près par mois, donc l'équivalent à peu près de 2 cafés. Si vous allez boire un café dans un café justement, vous en prenez 2, ça y est, vous avez votre abonnement pour 30 jours pour la zone aéro, donc n'hésitez pas à le faire, ça se passe en dessous, ou si vous êtes abonné Prime, et je vais vous remettre les liens comme d'habitude. Voilà, vous pouvez transformer gratuitement votre abonnement Prime en abonnement zone aéro, gratuitement pour 30 jours, il faudra le renouveler après, mais en tout cas vous vous abonnez gratos. Donc c'est super cool et nous, ça nous aide beaucoup pour le développement. Bienvenue à Skyflyer Aviation qui est là également. Les Nîmois sont en force. Écoutez les amis, je vais faire aussi un petit coucou aux gens qui nous ont rejoints cette semaine. Donc Vélaneo qui nous ont rejoints tout à l'heure, Michael 2608 je l'ai dit, Skydouidoui hier, Effinael, Fradrac, Sinclair 97, Valkyrie qui sont arrivés cette semaine. Bienvenue à tout le monde. Ça fait plaisir, d'autant plus que l'émission de la semaine dernière, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas elle a plu à pas mal de gens, puisqu'on a eu quand même une vague de follow dans la foulée et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, alors Florian, bonsoir, il y a 2 coquilles sur le titre, c'est Robin Renoir et Robien Renoir. Où ça? Où ça? C'est une blague ou c'est... Ah non, c'est une blague, voilà, c'est une blague. Pouletos GG, bien. Parfait. Le programme, les amis, tant qu'on y est, on va parler du programme. Alors, ce soir, on retrouve notre ami Robin. On va en reparler tout de suite quand on va déposer le plan de vol. La semaine prochaine, on vous avait dit qu'on allait vous trouver quelque chose. Eh bien, on vous a trouvé quelque chose. On va en parler aussi dans la rubrique Actu, dans quelques instants. Et le 21 décembre prochain, nous aurons une voltigeuse qui viendra ici au bar pour discuter avec nous et avec vous aussi. Vous pourrez lui poser vos questions. C'est Mélanie Hassel qui était tout simplement en équipe de France de voltige aérienne. Elle a fait les championnats du monde aussi, je crois. Elle a fait aussi plein de choses, dont les Red Bull Air Race, et c'était la seule femme d'ailleurs engagée sur les courses de pylônes, les Red Bull Air Race à l'époque. Et elle nous parlera justement de tous ses projets. Elle a plusieurs avions. Voilà, on va discuter en tête-à-tête avec Mélanie Hassel. C'est le 21 décembre. Ensuite, il y aura la pause de Noël. Et on se retrouvera début janvier pour, quelque part, la nouvelle année 2023 de la zone aéro avec encore plein de belles choses.
Voilà pour le programme. Ah oui, dernière petite chose aussi, c'est la boutique. Vous verrez défiler au fur et à mesure, c'est des messages automatiques qui apparaîtront dans le chat. Il y a la boutique de la zone aéro qui existe. Et on a pensé à vous parce que Noël arrivant, eh ben c'est très simple, vous pouvez commander tout plein de petites choses aux couleurs de la zone aéro. Si vous souhaitez offrir, que vous n'avez pas d'idée de cadeau, eh ben allez dans la boutique parce que ça c'est pareil. C'est pas beaucoup, c'est quelques euros qui nous reviennent, mais qui vont nous permettre aussi de développer le setup, de prévoir des caméras mobiles, de prévoir des micros mobiles aussi qui vont nous permettre d'aller à droite et à gauche et de vous concocter tout plein de petites choses. Donc aidez-nous à faire progresser la zone aéro, à vous proposer encore plus de contenu. C'est ça l'objectif. Et bienvenue à J'entends rien 83, Cavalère est dans la place. Non, c'est pas une blague, il y a une coquille dans le titre du stream. Ah, et alors, est-ce que, Yurden, tiens, par exemple, est-ce que toi, tu as accès au titre du stream et revérifier un petit peu tout ça? Ça serait super cool. Voilà, exact. Ok, bon, bah si Yurden peut faire la modif, sinon, je la ferai un petit peu plus tard dessus. Et alors, nos excuses à Robin. Bon, alors, si tu n'as pas les droits, Yurden, t'inquiète pas, on va s'en occuper après. Tout de suite, les amis, on va commencer sans plus attendre par déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. On y va, jingle. Donc on va faire la modif dans quelques instants du titre du stream, sans souci. De toute façon, Romain, il est là, il est connecté, donc on va le retrouver dans quelques instants, il n'y a pas de problème. Alors, on va afficher le sommaire de ce soir avec le G1000 qui s'affiche ici. Alors le plan de vol de ce soir, comme d'habitude, ce sont les actualités du terminal. Il y en a 4 à vous détailler ce soir. Ensuite, on rencontre un pilote de ligne qui vient nous voir en visio. C'était déjà prévu il y a quelques temps, mais les plannings, vous savez que les plannings sont compliqués pour un pilote. Et les plannings ne se sont pas totalement alignés, donc ça a été repoussé. Mais par contre, on le retrouve ce soir avec grand plaisir. Et pour tout vous dire, il est pilote là-dessus, sur 737 chez Transavia. C'est Robin, on le retrouve dans quelques instants. Donc voilà, OPL Boeing 737 Transavia, et à la fin de l'émission, comme d'habitude, la séquence remise de gaz fort aux questions. Si vous avez des questions sur l'invité, sur son métier, sur tout ce que vous voulez ou sur l'émission, ce sera les 5 dernières minutes pour vous. Voilà pour le programme de ce soir, j'espère qu'il va vous plaire et on enchaîne tout de suite par l'actualité du terminal. Et c'est parti pour l'actualité du terminal de ce soir. Ah bah voilà, titre 1. Bon bah c'est parfait, merci Yurden pour ton efficacité encore une fois. Et Robin qui prend son abo. Ah bah oui, Robinou 2689 offre un abonnement à Robin à 350. Merci beaucoup pour le sub, ça nous fait avancer. Vous avez vu, j'ai rajouté une petite barre en dessous là avec les objectifs d'abonnement qui devraient d'ailleurs se mettre à jour. Voilà. Ok, parfait. Eh bien écoutez les amis, on démarre tout de suite la séquence actualité du terminal avec le 20e et de 20 pour le Airbus A400M Atlas qui vient d'être livré. C'est la Direction Générale de l'Armement qui vient de le recevoir fin novembre. Donc ça en fait 20, destiné donc à l'armée de l'air et de l'espace. Et cet appareil sera basé sur une base historique du transport à Orléans, dans le Loiret pour être précis. Et bienvenue à Elf Linae qui vient de nous rejoindre. Merci à toi. Installe-toi, bienvenue dans la zone aéro. Donc cet avion bénéficie des toutes dernières avancées. Oula, ça n'arrête plus. Golf Lima 97, sois le bienvenu, bienvenue dans la zone aéro. Ce 20e A400M bénéficie des dernières avancées certifiées, dont par exemple un suivi de terrain automatique qui va fonctionner à basse altitude sans visibilité. Ça existe déjà chez les chasseurs, mais voilà, ça a été développé justement sur
Sur ce A400M, il est équipé de systèmes avancés aussi d'autoprotection. Quand on va sur des théâtres d'opération et qu'on engage justement l'A400M d'un point de vue tactique, il a également une large panoplie en termes d'aérolargage. On peut faire du ravitaillement en vol, vous le voyez d'ailleurs, hein, il y a une perche à l'avant pour pouvoir capter du carburant, mais il y a aussi possibilité de pouvoir fournir des carburants, notamment à des hélicoptères si besoin. On pense au Caracal par exemple ou à d'autres. Voilà ce que je pouvais dire, donc 20e d'A400M livré. Et si vous voulez en connaître plus sur l'A400M, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand on parlait de la partie programme, la semaine prochaine les amis, on parlera en détail de l'A400M puisque nous aurons un copain à moi, le capitaine Jean-Philippe qui viendra nous voir. Je ne sais pas s'il est sur le chat, mais peut-être que oui. JP qui viendra nous voir, il est pilote instructeur sur A400M, donc si vous voulez tout connaître de l'A400M de fond en comble, c'est la semaine prochaine dans la zone aéro, donc le 14 prochain. Retenez la date. Hein. Voilà, on ne peut pas avoir plus haut. Pilote instructeur A400M, c'est l'idéal. Voilà, donc semaine prochaine Airbus A400M en détail. Et on continue avec Airbus qui vient d'annoncer que les 700 livraisons qui étaient prévues pour 2022 eh bien, ne seront pas atteintes. Pourquoi? La fin d'année approche à grands pas et Airbus vient d'annoncer officiellement que les 700 avions sont un peu en retard en termes de production et du coup, il n'y en aura que, entre guillemets, 68 quand même, hein, qui seront livrés en novembre et en décembre, ce qui va faire un chiffre final qui sera légèrement en dessous des 700 avions commerciaux livrés pour cette année. Au total, dans les 11 premiers mois, donc de janvier jusqu'à novembre, c'est 565 appareils qui ont été livrés. C'est quand même pas rien. Donc ça veut dire qu'il en manque 135 sur les 2 derniers mois de l'année. Oui, c'est énorme. J'espère qu'il est possible de faire du café dans la 400M. Probablement, on lui demandera à JP la semaine prochaine. Et au 30 novembre, commande de 7344 appareils, dont 6442 monocouloirs, donc de la catégorie 320 Neo, donc un seul couloir. Ça représente pour le mois de novembre, fin novembre et décembre, 29 nouvelles commandes, 14 annulations. Donc ce qui explique en fait qu'on est légèrement en dessous des 700, mais quand même, c'est un cocorico, on peut dire, pour Airbus, qui se place pour le coup loin devant Boeing. Donc très bonne année pour Airbus. On continue avec greenwashing ou pas greenwashing? Bonne question. Avec une nouvelle annonce par les compagnies aériennes relative au SAF, vous savez ce que c'est, hein, le Sustainable Aviation Fuel. Donc après Ryanair qui avait annoncé il y a quelque temps son partenariat avec Shell pour la fourniture par Shell à Ryanair de SAF, donc du carburant durable on va dire, c'est Air France KLM, le groupe qui vient d'annoncer un partenariat. Ils viennent de signer un partenariat pour 10 ans avec Total Energy pour, pareil, la fourniture de SAF. Alors, dans les chiffres qui sont indiqués, Ryanair prévoit 360 000 tonnes de SAF livrables sur les 5 prochaines années entre 2025 et 2030. Produit donc par plusieurs technologies différentes, ils ont un petit peu communiqué là-dessus. Et quant à Air France KLM, c'est 1 million de mètres cubes de SAF qui sont prévus, j'allais dire dans les tuyaux, mais justement ça va être dans les tuyaux, ce qui correspond à peu près à 800 000 tonnes sur 10 ans à partir de 2023. Donc vous voyez que les compagnies prennent vraiment le cap du SAF, du Sustainable Aviation Fuel, pour leur avenir. Alors, depuis 2014, il y a, on va dire, une entité qui a étudié, pour le groupe Air France KLM en tout cas, ce Sustainable Aviation Fuel. Il s'appelle Labline for the Future. Et sur 78 vols Orly-Toulouse ou Orly-Nice, ils ont complété en fait les pleins avec 10% de SAF et ils ont étudié un petit peu tout ça pour pouvoir proposer justement ce nouveau cap, on va dire, concernant l'aviation, le carburant d'aviation durable. Voilà. Alors, petit sondage, on va vous demander, on va faire un petit sondage de 3 minutes
et je vais le lancer tout de suite. Voilà, il apparaît sur votre écran. Donc, à votre avis, et là je demande vraiment votre avis, les compagnies aériennes font-elles du greenwashing à annoncer les unes après les autres l'utilisation de carburant d'aviation durable? Donc voilà, je vous ai mis plusieurs propositions, à vous de donner votre avis. Voilà, c'est juste un petit sondage comme ça. Alors il y a oui, c'est la mode, oui, parce qu'elles prennent conscience de l'importance de l'aviation durable, enfin du carburant durable. Non, elles suivent l'Union européenne. Non, bah, elles s'en moquent, mais voilà. Et ou je ne sais pas. Voilà. Vous avez 3 minutes pour répondre à ce petit sondage qui s'affiche sur vos écrans, et puis on regardera un petit peu tout ça après. Voilà, je laisse tourner le sondage. Et puis, dernier petit point de cette actualité du terminal de ce soir, c'est un anniversaire. Et pour ce faire, on va retrouver notre ami Nicolas. Est-ce que... hop, pourquoi ça apparaît pas Nicolas, de toute façon, tu dois nous entendre. Et je vais te faire apparaître dans quelques instants. Entends. Voilà. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà, ça y est, on te voit. Oui. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ouais. Voilà, effectivement, aujourd'hui c'est le 7 décembre. C'est le 7 décembre, donc un triste anniversaire qui a fait entrer en guerre les États-Unis en 1941. Donc l'attaque de Pearl Harbor. Alors ça s'est passé le 7 décembre 1941, c'était un dimanche matin. C'était l'attaque japonaise sur les îles Hawaï, qui ont attaqué donc la flotte du Pacifique américaine dans le port de Pearl Harbor. Donc c'était un plan qui avait été... il y a eu des dégradations au niveau diplomatique entre les États-Unis et les Américains, les Japonais qui étaient en pleine expansion économique, etc., qui voulaient occuper plein de pays. Le fait de s'étendre comme ça, en fait, ils ont commencé à aller sur les plates-bandes des États-Unis. Il y a eu des négociations, il y a eu des réunions, etc. Et puis, finalement, les Japonais ont décidé d'attaquer. Donc, ils ont demandé à l'amiral Nagano, en fait, d'établir un plan afin d'attaquer la flotte américaine à Pearl Harbor. Cette attaque a été confiée à l'amiral Yamamoto. Donc, c'est le personnage là c'est l'amiral qu'on voit ici à côté de la map monde. Donc, l'amiral Yamamoto, qui a conduit donc la flotte japonaise au large des îles Hawaï pour cette attaque du dimanche matin du 7 décembre. L'objectif, en fait, c'était d'anéantir toute la flotte du Pacifique américaine. Il y avait tous les cuirassés, plein de bateaux, il y avait des bases aéronavales dans le port. Et l'objectif principal, en fait, c'était surtout les porte-avions, en fait, parce que c'était un nouvel outil, une nouvelle arme moderne, en fait, pour la guerre. Et donc, ils voulaient anéantir la flotte et donc aussi les porte-avions américains. Donc, l'attaque a débuté 7 h du matin. 7 h du matin, décollage, on dit, des porte-avions. Décollage des porte-avions, et puis là ici sur la photo on voit le Oahu, donc l'île d'Hawaï, on voit en bleu, donc c'est la première vague, en bleu c'est la première vague, en pointillé, petit pointillé ça doit être les bombardiers piqués, et puis en plein ça doit être les torpilleurs. Okay. Et il y a eu 2 vagues comme ça, donc en bleu la première vague et en rouge donc la deuxième vague qui a eu lieu à 8h30 du matin. Bilan de alors qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que bilan de cette attaque en tout, beaucoup de cuirassés qui étaient là on voit sur la photo en dessous, on voit des gerbes, donc ça ce seraient bombes qui ont touché les cuirassés. Qui étaient tous alignés, donc les Japonais ils avaient appelé ça en fait l'allée des cuirassés là, et donc ils en ont réussi alors, j'ai compté, il y en avait, ils en ont eu 8 cuirassés, c'est bien ça, 8 cuirassés qui ont été coulés ici. Alors j'ai pas compté les petits bateaux, mais bon, les cuirassés c'est quand même des gros trucs. En tout, il y a eu 2400 morts américains, 68 civils, 1178 blessés côté américain. Et côté japonais, il n'y a eu que... c'est des morts,
Et il y a eu 64 Japonais qui ont été tués lors de cette attaque, donc des pilotes, mais aussi, il faut le dire, il y avait beaucoup de sous-marins de poche qui s'étaient approchés de l'île d'Hawaï aussi, et donc des sous-mariniers japonais aussi qui ont péri aussi dans cette attaque. Alors, heureusement pour les Américains, les porte-avions n'étaient pas présents. L'USS Enterprise, il était en mer, lui. Il est revenu après l'attaque dans le port. L'USS Lexington, lui, il était à Midway pour livrer des avions. Et le Saratoga, l'USS Saratoga, le porte-avions, était à San Diego, donc sur la côte ouest des États-Unis. Donc finalement, l'objectif principal de toucher les porte-avions a été raté. Par contre, les Américains ont quand même bien morflé en perdant 8 cuirassés, quoi. Donc cette attaque a eu lieu donc ils ont utilisé donc des zéros pour faire la couverture aérienne, pour neutraliser les bases aériennes, surtout. Les Nakajima, donc B5N2, donc ça c'était des bombardiers, des torpilleurs. Voilà, donc là on voit la deuxième carte avec, vous voyez les flèches là qui montrent comment les Japonais ont pénétré le port en avion là pour lancer leur torpille. On voit bien ici en bas, au sud, l'allée des cuirassés. Ils étaient tous alignés là comme à l'école. Et il y avait aussi des Kate, les Aichi Kate. Donc ça c'était des bombardiers. Les Nakajima B5N2 c'était des torpilleurs. Voilà, cherchez le nom. Donc tout le monde connaît la célèbre photo. J'ai pas besoin de vous montrer la photo d'A0 là, sinon vous me ferez honte, les gars là, ceux qui sont en train d'écouter ça. Ça va De toute aller façon, voilà, vous Je tapez m'entraîne. 0 sur Google et vous allez trouver. Voilà. Ah, 0 japonais. Il faut regarder les têtes brûlées un peu plus souvent, les gars. Nom de code Tora, effectivement. Et là, on voit la photo célèbre de l'USS Arizona en train de brûler dans le port, là. Et puis, aujourd'hui, il y a un mémorial là, qui est au-dessus de l'Arizona, qui encore aujourd'hui perd de l'huile, perd du carburant. Voilà, donc régulièrement des flaques de carburant et d'huile là, qui s'échappent du bateau encore aujourd'hui, quoi. Donc là, c'est un mémorial qui est au-dessus, donc on peut y accéder par bateau. Donc voilà pour ce triste anniversaire. Donc ça, les conséquences de ça, c'est que finalement, les Américains ont déclaré la guerre aux Japonais. Suite à ça, les Allemands ont déclaré la guerre aux Américains, et puis s'en est suivi ce qu'on connaît tous, la Deuxième Guerre mondiale, avec de la bagarre du côté du Pacifique et de la bagarre du côté de l'Europe. Ouais. Voilà. Alors petite anecdote, Yamamoto, donc qui avait conduit l'attaque de Pearl Harbor, il est mort. En fait, il s'est fait descendre. Il était en visite sur les bases japonaises dans le sud Pacifique, au niveau de Rabaul, et donc il était à bord d'un bombardier Betty. Et les Américains ont eu cette chance d'intercepter en fait des messages secrets, sachant que Yamamoto faisait le tour des bases. Et donc, ils ont dépêché une escadrille de P-38 qui étaient les seuls à l'époque, en 1943, d'avoir un grand réseau d'action. Et donc, ils ont réussi à trouver l'avion de Yamamoto et puis ils l'ont simplement descendu, quoi. Okay. Voilà. Ok. Voilà. Eh ben merci Nico Donc, pour ce petit rappel historique. Ouais, c'est un petit rappel, ouais, bien sûr. Voilà, petit rappel historique, ça fait jamais de mal l'histoire. Faut toujours aller chercher dans l'histoire, là. C'est ça. Il y a toujours des solutions. Et Michael 2806 qui dit la plus grande erreur des USA, c'était de tout regrouper leur bateau, je suppose, à un seul endroit. Ouais, ça avait été quand j'ai fait un peu j'ai fait ça vite fait là, mais j'ai lu qu'effectivement déjà dans les années 30, il y avait un amiral américain qui avait noté que il avait fait une simulation en fait de l'attaque du port de Pearl Harbor et il avait noté qu'effectivement c'était pas une très bonne idée de faire ça, quoi. Ouais. Enfin, après, si vous voulez une bonne référence, vous pouvez regarder le film Tora, c'est une bonne référence. Même si c'est du cinéma, c'est une bonne référence. Et le film Pearl Harbor ? Non, c'est de la daube. Après, non, mais c'est à mon avis, c'est juste du blockbuster, c'est de la belle image, mais sinon. Ça n'a pas de valeur historique. Non, faut rester sur Tora, là, ça reconstitue bien un peu le côté historique, on va dire. Ouais.
Voilà. Sinon, j'avais lu un hors-série du fanat de l'aviation sur la taille de Pearl Harbor, très très bien fait, que je vous conseille aussi de lire. Ok, Voilà, parfait. voilà. Merci Nicolas pour ce petit point, ce petit rappel historique. Et j'entends rien 83 qui est d'accord avec toi, il dit en effet. Voilà. Je pense que c'est par rapport Ouais. à la qualité du film de Pearl Harbor. Il y a des reportages sur YouTube par défaut, nous dit Free Flight 30, oui aussi. Ah oui, oui, vous pouvez trouver pas mal de choses, hein, des cartes animées, ça c'est intéressant, des cartes animées Mm. hein, de l'attaque de Pearl Harbor, puis sur d'autres batailles, hein, bien sûr. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, hein, sur YouTube, vous allez trouver ce qu'il faut, quoi. Ok. Même On des regarde. interviews d'anciens combattants. Ouais. On regarde vite fait le sondage, les amis, avant d'enchaîner, voir les résultats. Hop, est-ce qu'on peut les publier ou pas? Répartition des votes. Hop, il y a 50% des gens qui ont dit oui, prise de conscience, 33% oui, c'est la mode, 17% non, elles suivent l'Union européenne. Voilà pour les résultats du vote. Après, pour les afficher, apparemment, je ne sais pas voir les résultats. Non, je peux juste voir les résultats. Voilà. Donc, en général, voilà, ce qui ressort, c'est ça. C'est prise de conscience des compagnies. Vous pensez que, voilà, que les compagnies prennent conscience qu'il faut passer au carburant d'aviation durable. Voilà. Bon, bah écoutez. Ryanair qui voulait faire des avions à pédales. De quoi? Ryanair, il voulait pas faire des avions à Des pédales. avions à pédale? Ah, bah Ouais, il va falloir. non, où tous les passagers ils pédalent, non, c'est pas Il ça. va falloir choper des cuisses, hein. Oui. Voilà, bah écoutez, l'actualité du terminal c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose tout de suite de retrouver Robin qui est déjà prêt. On le voit là-bas dans l'incrustation. Donc, Romain Renoir qui est notre invité aujourd'hui. Debout y avait pensé en tout cas, nous dit notre ami Jean. Donc, on lance la séquence qui est embarquement avec Robin qui est avec nous ce soir. Et hop, on va tout de suite passer en grand écran parce que c'est quand même mieux. Hop, voilà, et on retrouve Et bonsoir à tous. Robin qui est avec nous. Salut Robin, merci de ta présence dans la zone aéro. Bonsoir. J'espère que Avec ça va bien. plaisir. Très bien, très bien. Enfin, on arrive à se rencontrer, à se retrouver Exactement. sur la zone. Donc c'est parfait. Voilà, il y a déjà Fred qui dit salut mon Robin, quel plaisir de te voir et de t'entendre. Voilà, il y a des applaudissements, magnifique. Voilà. Tout le monde est content de te voir. Hein. C'est parfait. Moi aussi, je suis très content d'être là. Parfait, bah, nous aussi. Alors, on va pas déroger à la règle, hein. On va faire la petite minute de présentation si tu le veux bien. Donc, en une minute, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Très bien. Eh ben, Robin Renoir, j'ai 33 ans. J'ai un parcours d'ingénieur aéronautique à la base et puis de pilote de ligne maintenant depuis 4 ans et demi. Et depuis 1 an, je suis pilote de ligne chez Transavia. Voilà. Sur 737, j'ai fait ma carrière sur 737 jusqu'à présent. Ok. Voilà, ça fait 15 secondes. Ça, c'est pas à peu près, hein. Ouais, il t'en reste 40 si tu veux parler d'autre chose. Bah tu vois, regarde, il y a salut Robinou, coucou de la Bernadette. Ah, si c'est bon, ça a marché, ça a figé un petit peu. Ça affiche un peu? Ah, d'accord. C'est peut-être la connexion Internet qui est un peu limite. Bon. Donc Bernadette qui est là également, très bien. Et le Robinou nous dit également, j'entends rien. J'ai pris pas mal de fois Transavia, il nous dit notre ami Jean. Voilà, 7 secondes, 6 secondes. Donc, voilà, non, je suis très heureux d'être là ce soir et j'ai plein de choses à vous raconter et je suis prêt à répondre à plein de vos questions également. Eh ben magnifique. Hop, on va remettre la caméra. Voilà donc pour les 15 secondes de présentation de notre ami Robin. Alors, on a résumé relativement rapidement ton parcours pendant cette présentation. Comment t'es venu? Parce que ça, je sais, c'est aussi une question qu'aime bien poser Nicolas souvent. Comment t'es venu ta passion pour l'aviation? Alors, la passion pour l'aviation, ça remonte à très très loin. Depuis vraiment tout petit, j'avais une tante et un oncle qui travaillaient pour Air France, déjà à l'époque. Et ma tante était à la boutique
boutique Air France en fait pour le personnel navigant, où elle vendait des tasses, les petites flammes Air France, des maquettes d'avions, des choses comme ça. Et elle m'envoyait régulièrement des cartes postales avec des belles photos d'avions et ça a commencé à me prendre à ce moment-là. Et puis, T'avais quel âge? oh, c'était Un à peu. partir de mes 5-6 ans. Là, en parlant de ça, 5-6 ans. d'ailleurs, j'ai Ah, oui. mon neveu qui est en train d'écouter, Maël, et il faut qu'il aille se coucher maintenant pour regarder l'émission en replay s'il veut. J'ai fait des gros Non, bisous, mais ouais. après, il peut rester, hein. On va pas dire de conchosteté. Hein, non L'obscénité, plus. ça va? Bon, ça va alors. Voilà. Donc 6 ans, Ah, 6 mais ans attention. c'est jeune, hein? Oui, c'est assez jeune, en effet. Ouais. C'est assez jeune. Bon, après, à cet âge-là, on ne se rend pas trop compte. Forcément, on passe par le métier de pilote, ensuite pompier, médecin, chirurgien. Enfin, il y a pas mal de choses qui se font. Et puis, c'est finalement arrivé, je pense, au début collège, j'ai vu un reportage sur les pilotes de ligne qui m'a vraiment intéressé. Ça m'avait beaucoup plu. Et puis, tout est remonté à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, là, c'est pilote, c'est sûr. Alors spécifiquement Voilà. pilote de ligne ou alors pilote militaire, on pense aussi astronaute, enfin ces grands métiers-là. Voilà, alors, bon, au début, c'est vrai que c'était pilote. Et puis, bon, à l'adolescence, j'ai commencé à grandir très rapidement. Je suis assez grand, en fait. Je suis un peu plus d'un mètre, enfin, je suis 1m95. Et je me suis rendu compte que pilote de chasse et l'armée, c'était foutu. Donc, du coup, je me suis vraiment motivé par pilote de ligne. Et Parce alors que je pourquoi savais pas que ça pilote allait. de transport, tiens? On parlait de la Parce 400M que tout à l'heure. Alors pour l'armée, sauf si ma mémoire est mauvaise, sauf si je me trompe, mais normalement pour l'armée, il faut une aptitude médicale qui soit globale en fait. Il faut être apte chasse quand on fait les EOPN ou ces métiers-là. S'il y en a qui sont au courant dans le chat, n'hésitez pas à en parler. Mais voilà, du coup je savais que l'aptitude chasse ne passait pas et de facto il prenait pas tout court pour une carrière militaire, enfin du pilote. D'accord, ok, ça Voilà. marche. Donc du coup, orientation dans le civil. J'en profite pour dire au chat, si vous avez des questions en cours, hein, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on ait fini de parler, et n'hésitez pas à poser vos questions et on les relaie. Voilà, on les accumule comme on fait d'habitude avec l'outil d'incrustation, on les relaie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Robin, je sais qu'il aime bien ce genre d'activité. Donc Exactement. ensuite, il y a eu la case aéroclub. Voilà, la case aéroclub, donc à l'âge de 13-14 ans, donc moi j'avais jamais vraiment pris l'avion, hein, que ce soit en aéroclub ou même pour voyager. J'ai pas eu la passion qui m'est arrivée par le vol, mais à l'âge de 13-14 ans, je suis quand même allé dans un aéroclub. Mon père m'a offert un baptême de l'air à ce moment-là, avec un instructeur qui était vraiment super, à Mont-Soleil-Mines, avec Ah. Philippe, Philippe Sauvant, je pense que tu connais. Oui, Et du coup, qui est j'ai fait pilote un de petit ligne vol aussi maintenant. d'initiation. Qui est pilote de ligne, tout à fait, qui est chez Hop. Et donc, j'ai fait un petit vol d'initiation avec Philippe et ça s'est très très bien passé. Et donc, dans la foulée, j'ai enchaîné sur le brevet de base Mhm. et le PPL en parallèle du collège et du lycée. Ok. Mont-Soleil-Mines avec des drôles d'oiseaux par là, j'en connais Il y a des quelques-uns. drôles d'oiseaux, hein, ouais. Bah, Mont-Soleil-Mines, Ah bon, en Fred. Bourgogne, la Bourgogne est aussi une des, on va dire, des capitales de l'aviation de loisirs en tout cas, hein. On pense notamment à Saint-Yan, qui pour le coup, c'est le centre de formation, le CEFA, qui est historique, hein. Tout à fait, ouais. Une première question qui arrive de Skyflyer Aviation qui nous dit fais-tu de la simulation de vol? Et bienvenue Mac Critical qui vient de nous rejoindre. Alors, est-ce que je fais de la simulation de vol? Donc, Où as-tu fait? j'en ai. Alors, non, mais parce que j'ai toujours été un petit peu frustré d'être derrière un écran. Donc, j'en avais fait un petit peu vers l'âge des 13-14 ans. Je faisais un petit peu de combat de flight simulator, mais c'était vraiment pour plus en mode arcade que pour vraiment progresser, on va dire. Ouais. Par contre, j'ai récemment essayé la VR avec justement Microsoft Flight Simulator 2020 et je suis tombé vraiment amoureux. Alors c'est tout nouveau, hein, je commence tout juste, mais du coup Ah oui. je me suis j'ai investi dans le yoke Boeing forcément. Ah bah Avec voilà, la ça petite manette va dégage. plaire à Skyflyer Aviation parce que lui, ah ouais, avec la VR Et les derrière, casques magnifique. VR. Voilà, donc je tâtonne. Hein. Bien C'est vraiment équipé, le tout ouais. début.
J'ai reçu ça la semaine dernière. Voilà. Donc, Ah ouais, donc c'est vraiment tout frais. c'est tout frais. C'est Ah bah vraiment tu tout nous frais. donneras ton retour justement sur l'utilisation, peut-être même le paramétrage avant, parce qu'à mon avis, à régler quand même, ça doit être un petit peu coton. C'est assez, ouais, voilà, c'est un petit peu coton à régler, mais le retour, là, j'ai déjà un petit peu testé. Alors, encore quelques problèmes avec l'ordinateur qui n'est pas assez puissant. Faut que je me penche un peu là-dessus. Mais voilà, pour l'instant, les premiers retours sont très positifs. C'est vraiment agréable. Hmm. Et alors Voilà. l'objectif c'est quoi? Alors, justement, on pourra en parler un peu après, mais pour l'instant, mon métier est très contraint. On a des règles, on a beaucoup de procédures à faire, etc. Donc, moi, l'objectif, c'est plus de m'amuser. C'est d'aller pousser un 737 dans ses limites, c'est de faire des Ah, approches, m'amuser, faire du vol manuel. Voilà. Ça va pas être de faire les choses de manière très rigoureuse, on va dire. d'accord. Pilote d'essai, quoi. Oui, c'est un peu Pilote ça, ouais. d'essai, voilà. Des Virtuel, ouvertures de domaine de vol, des choses comme ça m'ira très bien. pour le comparer avec le vrai. Voilà. Et intéressant d'ailleurs, puisque toi qui es chez Transavia, qui dit donc c'est Free Flight, notre ami Frédéric, qui nous dit Skyflyer Aviation, est pilote de la compagnie virtuelle Transavia pour info. Je savais pas qu'il y avait une Ah, très compagnie bien. virtuelle Transavia. Je savais qu'il y avait Air France, mais Transavia, je ne savais pas. Ah bah, je savais pas non plus que ça existait. Ah bah Bah, c'est voilà. intéressant. Et bah, s'il veut prendre contact avec moi par la suite, c'est avec grand plaisir que je pourrais Eh ben les amis, donner des j'en conseils, des profite choses comme ça. pour vous renvoyer sur le Discord. C'est peut-être l'endroit le mieux adapté pour pouvoir rester en contact les uns et les autres. Voilà le lien qui s'affiche, le lien de notre Discord, pour pouvoir justement discuter, échanger. Et d'ailleurs, Robin, je te remercie en parlant du Discord, puisque tu nous as déjà posté des photos de vol, des photos de là-haut. Tout à fait, ouais, je suis sur le Discord et puis bah, quand je vois des jolies choses en vol, j'aime bien les partager. Donc Bon, voilà. bah, c'est super. Donc, on en est à l'épisode Aéroclub. Voilà, Aéroclub. Derrière, il fallait donc. Alors, à la base, je pense que j'aurais pas vraiment été quelqu'un fait pour les études, mais avec cette motivation d'être pilote, bah, je me suis botté les fesses, hein, on va dire, bah, j'ai un peu plus cravaché que ce que j'aurais fait normalement en terminale. Donc j'ai fait mon bac S. Malheureusement, en terminale, j'ai eu des petits soucis de santé où je me suis posé énormément de questions sur une carrière de pilote, médicalement parlant, si ça allait passer, si j'allais avoir ma classe 1. C'est quand même quelque chose qu'on se traîne, hein, toute notre vie. La santé, on n'est pas à l'abri d'un diabète à l'âge de 40 ans ou d'un accident de la vie, un accident de voiture, peu importe. Donc, du coup, je voulais assurer un backup et j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, je suis parti à l'ESTACA à ce moment-là, Ah, oui. qu'ingénieur aéronautique. Voilà, c'est une école en prépa intégrée. Vu que j'avais eu des petits soucis de santé aussi en terminale, j'avais raté 2 ou 3 semaines de cours. Donc je m'étais dit c'était peut-être mieux de faire une prépa intégrée qu'une prépa classique, dans le sens où la prépa intégrée, le niveau attendu était un petit peu plus faible, on va dire, un peu moins élevé qu'une prépa classique. D'accord. C'est pas un Et je suis parcours allé à d'astronaute, ça? Un peu? l'ESTACA. Un petit Ah oui, parcours d'astronaute, ça? peut-être, Oh. peut-être. Alors, les Staka, Peut-être qui est une que représentante en la personne d'Elodie Bruno, qu'on voit beaucoup sur Instagram. oui, oui, Voilà, tout à fait. qu'on salue aussi en passant. Ouais. Donc Estaca, et puis alors j'attendais aussi parce que les cadets étaient en train de fermer. On était en 2008 à ce moment-là, donc il y avait la crise des subprimes. On s'est retrouvé avec un sureffectif de pilotes chez Air France assez monstrueux. Les cadets ont fermé, donc j'avais raté le coche des cadets et ça m'allait très bien d'être à l'Estaca, d'attendre que Ouais, toute cette crise passe, toute cette crise économique passe, et puis en attendant, je me formais et puis j'apprenais plein de choses sur l'aviation, plein d'éléments techniques. Donc ça m'allait très bien. ok. Voilà. Là-dessus, mes études à l'ESTACA ont avancé. Je savais absolument pas ce que j'allais faire en tant qu'ingénieur parce que tout me plaisait, mais je me sentais bon dans rien. Ah oui, bah, c'est C'est original le, ça. voilà, je me sentais légitime dans rien. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur parce que je me sentais plus pilote qu'ingénieur. Donc, pour un peu jouer la montre, je suis parti chez Airbus et puis essayer de me spécialiser un petit peu. Je suis parti chez Airbus pendant 1 an pour faire une année de césure. Donc, j'ai travaillé sur la structure aéronautique, j'étais sur la case de train de l'A350 Oui. et ça m'a pas plu du tout parce que Ah trop ouais. technique, beaucoup trop technique. Être derrière un ordinateur toute la journée, c'était assez compliqué. Ça me plaisait pas beaucoup. Donc,
Mais j'en ai profité parce que chez Airbus, j'ai eu droit au CE d'Airbus, à l'aéroclub du CE d'Airbus, et du coup, j'ai pu voler énormément à l'Asboard, et j'ai pu participer au tour aérien des jeunes pilotes. Du coup, sponsorisé par le CE d'Airbus. On a vu d'ailleurs traîner sur les réseaux sociaux une magnifique photo avec l'ancienne Miss France, Marine L'Orphelin, où tu poses fièrement à côté, et je pense qu'il y a un paquet de pilotes qui t'ont envie à ce moment-là. Hein. Oui, c'est c'est vrai. C'est des petits avantages Ouais. non négligeables. C'est vrai que c'était. Je crois que j'ai les yeux fermés, ou elle a les yeux fermés sur la photo d'ailleurs. C'est pas la plus belle photo du monde, mais j'ai eu ce mérite. Alors, raconte-nous un peu ton Tour de France aérien des jeunes pilotes à cette époque. Eh bien, alors c'était une expérience fabuleuse hein, pour en prendre confiance en soi, prendre confiance dans son pilotage. On est chouchouté pendant 2 semaines avec des tracés et des visites qui sont exceptionnelles. Ça a été, je recommande à tout le monde de se préparer et de faire le tour si vous en avez la possibilité. C'est vraiment une très très belle expérience. Alors, on peut peut-être expliquer un peu ce que c'est, en quoi ça consiste. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors, le Tour aérien des jeunes pilotes, donc c'est organisé par la Fédération française d'aéronautique pour donc des jeunes pilotes qui doivent avoir moins de 25 ans, je crois, qui ne sont pas pilotes professionnels. Donc, au mieux, on peut avoir un ATPL théorique, je crois, et après, ils font un PPL. Ok. Donc, il y a un petit concours à passer où on va faire un vol de navigation qu'on aura tracé avant, qu'on aura envoyé au tour aérien, et on fait un vol avec un GPS à bord. C'est certifié par quelqu'un de l'aéroclub, prouvant qu'on est bien parti seul, sans instructeur, sans pilote expérimenté. Et on se promène sur notre navigation, on envoie notre carte, alors à l'époque c'était comme ça a peut-être changé. On envoie la carte, le log de nav à la Fédération française d'aéronautique qui va comparer notre tracé, ce qu'on a fait en vol, et qui va faire un classement. Là-dessus, ils vont sélectionner quelques pilotes. Ils nous envoient sur un week-end de sélection où on a un petit peu testé sur la motivation, sur les connaissances théoriques, les connaissances historiques, enfin, sur 2 ou 3 choses comme ça. Et puis derrière, ils sortent une liste de pilotes retenus, quelques pilotes de réserve. Et puis voilà. Ça, c'est pour la partie sélection. Ok. Et derrière, Freeflight 30 qui nous dit, si je ne me trompe pas, ça n'a pas changé. Voilà, donc c'est toujours d'actualité, visiblement. Toujours d'actualité. Bon, très bien. Je crois qu'Olivier Monod nous écoute et il me semble qu'il est assez proche, ou il a été pendant un moment assez proche du tour aérien des jeunes pilotes, donc il aura peut-être des choses à rajouter. Et bonjour Olivier, qui n'hésite pas à venir dans le chat d'ailleurs. On recevra avec grand plaisir s'il y a des choses à rajouter. Très bien. Et ensuite, donc, le tour aérien, c'est une dizaine d'étapes, je crois, sur 2 semaines. Et on se promène de point d'intérêt en point d'intérêt à travers la France. Donc, ça peut être des bases militaires, ça peut être des aéroports civils, ça peut être aller à la rencontre d'industriels. Je sais que Hop avait sponsorisé également un tour aérien où ils avaient fait faire du simulateur aux élèves pilotes, aux participants. Et c'est vraiment une très, très bonne ambiance. D'accord, ok. Oui, Freeflight 30 qui nous dit que Patricia, qui est une des instructrices de l'Aéroclub du Gard, pas très loin d'ici, pourra nous en parler puisqu'elle est médecin sur ce tour. Ça sera intéressant, c'est une très bonne idée de sujet. Oui, tout à fait. Patricia qui était médecin sur le tour quand j'ai participé, en effet, oui. Oui. Ok. J'ai volé avec elle. Voilà, le monde est petit. Voilà. Le monde de l'aviation est petit. Ok, voilà. Donc tu boucles le tour aérien des jeunes pilotes, ça t'apporte quoi et ça te donne encore plus envie d'aller de l'avant? Ah oui, ça me surmotive pour le métier de pilote de ligne, hein, pour le fait de vouloir voler au quotidien dans ma vie. C'était assez important. Ça me donne le mûrissement aussi, hein, mine de rien. C'est un mûrissement, ça coûte cher de devenir pilote de ligne quand on ne peut pas faire une filière gratuite ou quand on n'a pas l'occasion de le faire. Donc c'est un budget et là, ça m'avait fait le mûrissement avec pas mal d'aides financières. Du coup, on a l'essence qui est payée, par exemple, sur le tour. Donc, il y avait beaucoup d'aides qui étaient données. Et voilà, donc ça me remotive à fond pour le métier de pilote, même si je manquais pas de motivation à ce moment-là. D'accord. Donc ensuite, tu continues d'évoluer, et puis là, on arrive sur les années de professionnalisation, si j'ose dire.
Voilà, donc là-dessus, toujours pas des réouvertures cadets, toujours pas l'ENAC, c'était 3 ou 4 candidats pour les EPLP, EPLU à ce moment-là, donc 3 ou 4 candidats retenus. Donc je me disais statistiquement, c'est pas la peine de mettre toute mon énergie là-dedans, il y a peu de chances que ça passe. Donc du coup, je me dis, je vais encore patienter et j'ai commencé à travailler comme ingénieur. Et ça a été une très belle expérience parce que j'ai travaillé pour la société Safety Line, qu'on on en entend un petit peu parler en ce moment parce qu'ils ont fait le produit OptiClimb qui permet de faire des économies de carburant sur les phases de montée des avions. Maintenant, ils font ça en croisière et en descente. Ça fait partie des fameuses startups qui sont pour l'environnement, etc. Et donc, j'ai travaillé pour eux. Alors, pas du tout dans la partie optimisation de carburant, mais en sécurité des vols. Ok. Voilà, où en fait on avait donc la société avait un logiciel a toujours un logiciel de gestion de la sécurité, gestion des risques, et ils vendaient cette solution à différents organismes de contrôle aérien. Ça pouvait être des compagnies aériennes, des aéroports qui devaient mettre en place des systèmes de gestion de la sécurité. Et donc, moi, mon travail, c'était d'aller installer ça chez les clients et de les accompagner dans l'utilisation de ce logiciel. Donc, ça m'a permis de voir plein de choses sur l'aviation, de voir plein de retours d'expérience et d'aider ces organismes aussi à les analyser à travers le logiciel. Donc, ça a été une très, très belle expérience qui m'a permis de monter en compétence en gestion des risques. D'accord. Voilà. Et en aéronautique de manière générale. Ok. Voilà. Alors, là-dessus, ouais. Une petite question là qui vient d'arriver. On parlait de l'ESTACA juste avant. Et Golflima qui nous demande, bonjour Robin, en plus de ta formation de pilote, est-ce que ta formation ESTACA t'a aidé à accéder à ton poste OPL Transavia, je suppose d'un point de vue général? Alors, oui. Alors, il faut bien savoir qu'il n'est pas nécessaire d'être ingénieur pour être pilote chez Transavia. Enfin, et chez Air France, en fait, de facto, parce que les pilotes Transavia sont embauchés par Air France et sont détachés ensuite chez Transavia. Il n'est pas nécessaire d'être ingénieur. Maintenant, moi, par exemple, mon caractère fait que ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais quelqu'un à 18 ans qui n'avait pas une très grande confiance en lui. Et du coup, le fait d'être ingénieur, ça m'a permis de j'ai pu mûrir comme ça, en fait. J'ai pu prendre du recul, j'ai pu me faire des expériences autres qui sont forcément intéressantes ensuite à raconter le jour de la sélection, bien sûr. Tiens, Robin, justement, ça m'amène une question, si tu permets. D'après ce que j'écoute, en fait, tu m'as l'air d'être quelqu'un d'assez réservé, timide. Et puis là, tu viens de dire qu'effectivement, tu avais une petite, pas une grande confiance en toi, en fait. Et ben, en fait, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, même en ayant ce caractère-là, tu as quand même réussi à faire le métier de ton rêve, quoi. Donc, c'est juste pour dire aux autres que voilà, faut pas hésiter, hein, si vous avez... parce que moi, je suis un petit peu timide aussi, hein, j'étais un peu comme toi, c'est pour ça que je rebondis, je me reconnais un peu, en fait. Et pour ceux qui sont un peu comme ça, bah, n'hésitez pas, hein, faut y aller. C'est accessible à tous, hein, même aux petits timides, quoi. Donc, voilà. Après, ce qu'il faut bien se dire sur le métier de pilote, on pourra en discuter un peu plus après sur ce que recherchent par exemple des compagnies comme Air France ou Transavia. Enfin, je dis ça avec des pincettes hein, parce que je suis pas à la sélection, mais je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de. Enfin, il faut être honnête intellectuellement. C'est-à-dire que si on est quelqu'un de timide et qu'on se présente à la sélection en ayant un masque ou en jouant l'acteur, ça risque de pas passer. Pareil, si on est quelqu'un un petit peu une grande gueule ou quelqu'un comme ça et qu'on se met en retrait parce qu'on se dit il faut pas trop que je montre cette chose-là, forcément les recruteurs ils vont s'engouffrer dedans. Donc il faut être honnête, il faut dire voilà, moi je connais mes points forts, mes faiblesses, mes axes d'amélioration pour montrer qu'on a fait un bon travail introspectif et normalement il n'y a pas de souci. Ouais, donc honnêteté intellectuelle avant tout. Pour moi, c'est la qualité principale, oui, en effet. Ben voilà, c'est un très bon conseil, ça. Non, c'est vrai, on confirme. Hein. On confirme. Ouais. On confirme. Ça, à mon avis, c'est une private joke dans la question, là. Est-ce que tu t'es racheté une tasse à café depuis qu'elle a cassé quand on était dans le 13e? Oui, c'est une private joke, ouais, en effet. C'est une private joke. Voilà. Et petite question de notre ami Jean. Que fait Robin comme liaison?
Liaison amoureuse, c'est ça? Non. Ah ben ça, je sais pas. Il faut qu'il nous précise, notre ami Jean, parce que c'est vrai qu'il n'a pas précisé. Donc le doute Ah, subsiste. c'est au pluriel, ouais. Au Ouais. pluriel, donc il doit y avoir plusieurs grossesses. Voilà. Madame de Non, alors, Merteuil, non, non, peut-être. chez Transavia, juste avant d'être chez Transavia, j'étais chez TuiFly, basé également en France. J'ai fait Charles de Gaulle, Orly et Lille. Maintenant, je suis chez Transavia, basé à Orly, du coup. Et donc, les liaisons qu'on fait, c'est essentiellement des destinations touristiques. Donc, on va avoir toutes les villes ouais, touristiques. Donc, beaucoup le Portugal, l'Espagne, le Maghreb, tout le bassin méditerranéen. Et puis, on peut remonter un petit peu après, la Grèce, voilà. Pas trop de liaisons franco-françaises? On en a un petit peu, si, pardon. Si, on a récupéré quelques lignes, donc on va faire du Toulon, du Brest. On vole depuis Nantes également, depuis Lyon. Ok. Voilà. Ouais. Ouais, parce que Jean, justement, est un aficionados de la ligne Toulon-Paris, apparemment. Et d'ailleurs, j'en profite pour poser la question. Ouais. Si Jean, par exemple, dit, bah tiens, est-ce qu'il serait possible de voir le cockpit d'un 737? Est-ce qu'il peut? Est-ce que c'est dans, on va dire, la philosophie ou l'ouverture de la compagnie de dire, bah tiens, oui, effectivement, on peut vous montrer? Alors, moi, ça dépendra vraiment des pilotes, ça dépendra de la charge de travail, ça dépendra de beaucoup de choses, si on est en retard, pas en retard, etc. Mais je conseille à tout le monde de demander. Il n'y a pas de souci. Si on est passionné hein, dans les cockpits, on est vraiment tous passionnés, on est tous passés par là. Moi, j'ai demandé des dizaines de fois, j'ai demandé plein de fois à faire le poste, à faire des décollages dans le poste, des atterrissages. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais à minima ça pourra passer au moins au sol. Ouais, d'accord. Ouais, au moins au sol, passer une tête, dire bonjour, discuter 2 minutes, et puis c'est toujours un plaisir. Bah Alors, voilà, notre je ami voudrais Jean, il a juste rebondir à un peu. demander. Je, je voudrais rebondir un peu là-dessus, parce que j'ai une petite anecdote en ce qui me concerne. Je partais pour les États-Unis, donc à l'époque, j'étais parti en 747 au départ de Lille pour New York. Et effectivement, comme Oui. je m'intéressais à ça, j'avais demandé à aller voir le cockpit. Et ils m'ont autorisé à venir dans le cockpit. Et puis, ben, là, avec le pilote, on a commencé à discuter. Il nous a montré les vitesses de décrochage, toutes les perfos du 747 dans le cockpit. On a commencé à discuter. Oui, oui, il y a une majorité de pilotes à ce niveau-là qui sont très, très passionnés, qui sont toujours prêts à partager leur passion, en fait. Il faut Effectivement. tomber sur la bonne personne, en fait. Oui, c'est ça. Après, Voilà, donc Oui, ça coûte voilà. rien de Après, demander. moi, voilà. Et il faut demander. Moi, ça m'est arrivé une ou deux fois de refuser parce qu'on avait un petit problème technique à gérer ou des petites choses. Et forcément, dans ce cas-là, on se dit, bon, la charge de travail va augmenter un peu. Hmm. La personne va peut-être pas comprendre ce qui se passe. On veut pas l'inquiéter non plus. Donc, on préfère dire non. Mais sinon, quand tout est nominal, oui, pourquoi pas. En vol, c'est compliqué. Par contre, parfois en vol, ça peut être très compliqué. Enfin, il y a des destinations, c'est sûr qu'on ne pourra jamais faire quoi que ce soit. Ouais, d'accord. Ok. après moi, c'était en 89. 1900 aussi avec le dernier. Oui. Hein, donc. Ouh là là, ah oui, en effet. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Dame Blabla qui vient de follow la chaîne ainsi que Petit Surfeur. Soyez les bienvenus, les amis, dans la zone aéro. Nous sommes avec Robin et justement, on était en train de parler un petit peu de Transavia. Alors, on a parlé un peu des destinations, on a parlé de tout plein de choses, de cette passion justement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton passage sur 737? Alors, le passage sur 737, donc oui, ça c'est. Alors, juste pour la partie pilote professionnel, je vais juste parler de ça rapidement. D'abord, donc, après ma partie ingénieur, je me suis dit là maintenant il faut se lancer en tant que pilote de ligne, il faut que je me forme. Et donc, je suis parti dans une école pour faire le CPL, l'IR et le ME, la MCC en même temps. J'ai fait ça et dans la foulée, j'ai postulé dans 2 boîtes, chez Air France et chez TuiFly. Et bon, Air France, il y a 2 ans et demi de sélection, grosso modo. Ça a peut-être changé, mais c'était très long. Et TuiFly, ça s'est fait en 2 mois et demi. Oui. Et donc, TUI m'a recruté. J'avais aucune expérience sur avion de ligne. Et donc, ils m'ont formé sur le 737. Donc, formation initiale sur 737, c'est une partie de cours au sol pendant à peu près un mois où on va étudier les systèmes de l'avion, euh, les procédures liées à l'avion, les limitations, etc. Et puis ensuite, on va avoir une partie simulateur où on a à peu près une dizaine de simulateurs où là, on va commencer
Bah, avoir l'avion en fonctionnement normal. Et puis, ça, c'est à peu près un demi-simulateur, je pense, hein, une séance de 2 heures. Et après, c'est l'avion en situation anormale. Et donc là, on va voir tout un tas de pannes où on va surtout apprendre à voler l'avion sur un seul moteur, gérer des dépressurisations, des feux, des fumées à bord. Donc dans les simulateurs, monter sur vérin. Ouais. Et une fois cette partie faite, on a les tours de piste en Boeing 737. Donc ça, c'est dans la carrière d'un pilote de ligne, normalement, c'est une seule fois. Et c'est assez exceptionnel. Pouvoir faire ces 6 décollages et 6 atterrissages en Boeing 737 vide. J'avais fait ça à Ostende en Belgique. Donc on voit là, il y a la mer à côté, c'est côtier, donc c'était vraiment exceptionnel. Ok. Et puis derrière, on a la partie line training, adaptation en ligne, l'AEL, où on fait des vols avec un instructeur et des passagers derrière. Et on apprend à opérer l'avion au quotidien, avec moins de panne normalement. Oui, au moins, on est c'est prêt si on préférable. avait. Voilà. Et donc là, on opère l'avion, comme un pilote lambda, sauf qu'on est supervisé par un instructeur. D'accord. Alors c'est vrai, Voilà. je vois Free Flight 30 qui nous dit, puis ils font des ronds sur Garon. C'est vrai qu'en ce moment, pour nos amis à proximité de Nîmes, vous pouvez voir des 737 Transava qui sont en train de tourner. Il doit y avoir des QT, donc des type rating, des qualifications sur l'avion qui sont en cours ces temps-ci sur Garon. Alors il y a des réactions dans le chat, notamment Nico qui dit il y a prescription, tu vois, 1989, c'était le millénaire passé même. Voilà. Il y a Jean Torien qui demande si tu t'es fait au vert. Je pense que c'est la couleur verte de Transavia. Il aime peut-être pas la couleur verte. Je pense. Tu t'es fait cette Alors, couleur on s'y verte? fait, hein. Oui, on s'y fait. Attendez, j'ai la cravate à côté. Je vais vous la montrer. Ah C'est ben voilà, ma scie, la cravate de c'est Robin. pas, C'est un grand moment. Vous pouvez clipper les amis. On va voir la cravate de Robin. Dame c'est ma Blabla qui dit je vais pas scie, laisser les Capture discussions d'écran. dériver. c'est Voilà, pas si le pire que fameux ça. Voilà, vert. c'est Excellent. le fameux verre Transavia. Voilà. Excellent. Namo Bidap qui pose une question qui dit dans ces moments-là, est-ce que vous collez un A sur la queue de l'avion quand on est jeune pilote? Est-ce qu'on met un A? Alors, non, 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 on met pas de A. Et Mais ouais, on c'est quand même a. dur. Ah non, il aime pas la couleur verte de Transavia. Hein. Ça y est, je crois que c'est définitif ça. Ah, il y a Alors là, il y a Skyflyer qui voudrait une cravate pareille, on dirait. Hein, quand même. Ah, c'est ça. Conduite accompagnée, d'accord. Ok. malheureusement, je peux pas les donner, hein. Ouais, non mais c'est sûr. D'ailleurs, ce sont des effets qui sont renouvelés tous les ans. C'est le cadeau de bienvenue en fait quelque part quand tu arrives dans la compagnie. Ouais, on a le cadeau de bienvenue. On a une dotation initiale avec 2 cravates, je crois d'ailleurs. 2 cravates, on a 2 vestes, 2 pantalons, etc. Tout un uniforme et le rechange. Et puis ensuite, on a un système de points où on fait notre petite commande. On a un site internet et puis au lieu de payer avec des euros, on paye avec nos points. Hmm. Et on prend une chemise, c'est 10 points, etc. Et faut essayer de se débrouiller avec les points qu'on a tous les ans. Voilà. Ok. C'est le même système chez Air France? Je crois bien, oui. Oui, oui, c'est le même système, on a le même fournisseur. Ouais. C'est le même uniforme d'ailleurs, hein. À la cravate près, c'est le même uniforme. D'accord. Ok. Il y a Sky qui veut piloter un 737 en réel pour voir si c'est la même chose. Oui, en réel pour voir si c'est la même chose qu'en virtuel, je suppose. Ça doit être ça. Et voilà, c'est ça. Donc, justement, cet avion, comment est-ce que tu le trouves, ce 737 NG? Est-ce qu'il est conforme à ce que tu pouvais rêver avant d'arriver sur cet avion? Alors, je me faisais pas trop d'idées avant d'arriver sur cet avion. Alors, sur avion léger, on va dire que j'étais assez à l'aise. C'était assez facile pour moi de piloter un avion léger. En toute modestie, désolé, hein, mais je trouvais qu'on pouvait rattraper un plan facilement. On réduisait les gaz, ça descend bien. On peut prendre des pentes assez fortes. Donc, du coup, ça laissait pas mal de flexibilité. Le 737, j'ai eu beaucoup plus de mal. Il demandait une finesse de pilotage sur les approches, sur l'atterrissage, que je n'avais pas, justement. Ah oui. Le début a été assez difficile. Ouais. Je me suis posé sur mes premières séances de simu 1 ou 2 fois mi-piste en visant l'entrée de piste, pourtant. Ah oui. Et Ouais, c'était dû ouais, à cause de quoi? C'était la vitesse? C'était Oui, c'était alors c'est le scan déjà, le scan visuel, il faut être assez rapide, encore une fois, c'était mes débuts, hein, mais la transition, j'ai trouvé que c'était un peu difficile, ouais. C'est-à-dire qu'en permanence, on regarde sa vitesse, son vario,
On regarde un petit peu dehors, on regarde, et voilà, son glide, son lock, et on tourne comme ça en permanence. On voit que la vitesse part un petit peu, on va préafficher après des N1, donc une puissance moteur un petit peu différente. Et on va essayer toujours de se promener avec des préaffichages. On préaffiche et ensuite on chasse l'aiguille. Et moi, venant de l'avion léger, mon défaut c'était de chasser l'aiguille, beaucoup trop. Ah oui. Sauf qu'avec l'inertie, avec l'inertie des moteurs, avec la masse de l'avion, c'est un avion qui reste assez fin. Je me faisais avoir. Au début, c'était compliqué. Et après, bon, on m'a expliqué qu'il fallait préafficher, pas chasser l'aiguille. On regarde, on préaffiche, on fait une petite correction, on regarde ce que ça donne, on attend, et en fait, au fur et à mesure, ça rentre. Voilà. Mais ça a été un challenge au début. Bah, c'est ce qu'on disait avec Nico en off, c'est voilà, les stagiaires qui courent après l'aiguille, ça aussi on le voit dans les formations initiales. Hein. Ah ouais, oui, c'est vraiment préaffiché. Et ça, j'ai mis longtemps avant à me mettre là-dedans, dans cette philosophie-là. J'ai mis un petit moment, mais voilà, faut préafficher tout le temps. Tu avais fait ta formation où, CPL hier? CPL hier, j'ai fait ça en Espagne, chez FTE. Voilà. Ah oui. FTE à Jerez de la Frontera. Pourquoi j'avais fait ça là-bas? En fait, je voulais me former en anglais parce que je savais qu'il fallait que je bosse l'anglais technique, en particulier les communications, contrôle pilote, etc. Et puis, je voulais une formation très rapide à ce moment-là parce que j'avais un job d'ingénieur, un salaire d'ingénieur. Il fallait que je mette un peu d'argent sur la table pour payer la formation, que j'arrête d'être payé, que je change ma façon de vivre aussi pour aller au chômage. Je me dis, le plus vite c'est fait, le mieux. Le mieux c'est, ouais. Le mieux c'est, ouais. Voilà. Okay. Et il m'avait proposé un package, en gros, en 4 mois et demi, 5 mois, tout était fait, donc ça m'allait bien. Oui, il y a aussi l'avantage de la météo sur place, hein, ça c'est indéniable. Hein. Oui, voilà. Bon, après, c'est vrai que sur ma formation, je suis rentré dans un cumulus, qui était tout seul, isolé. Ah oui. J'ai fait du vol aux instruments, mais c'était de l'IFR de beau temps. Voilà, c'est ça, c'était de l'IFR de beau temps. D'accord. Petite remarque de notre ami Jean qui nous dit bon point pour Transavia. Le bon point pour Transavia, c'est la ponctualité, trouve-t-il. Alors là, tu es en relation directe avec un client. Hein. Et le mauvais, c'est les annonces incessantes pour acheter à boire et à manger sur les moyens courriers, genre Marrakech, Marseille. C'est un point d'ailleurs important des compagnies type, alors je vais dire low cost, mais effectivement, c'est peut-être sur ce genre de choses où elles se font une partie non négligeable de leur chiffre d'affaires. Tout à fait, oui. Elles se font une partie du chiffre d'affaires là-dessus. C'est un changement de modèle économique, hein, comparé aux majors qu'on pouvait voir comme Air France. Transavia, c'est un modèle économique différent. Donc, il n'y a pas de service à bord offert, hein, c'est payant. Et ouais, malheureusement, c'est peut-être la manière aussi de payer son billet d'avion moins cher aujourd'hui. Ouais. D'avoir un service qu'on paye à bord avec des annonces. Et pour soutenir un petit peu mes collègues PNC, hein, ils ont une partie de leur rémunération qui n'est pas négligeable, qui est faite sur les ventes à bord aussi, pour les inciter justement à vendre. Oui. Mais normalement, il n'y a pas tant d'annonces que ça. Hein. Normalement, c'est une annonce pour les ventes, on va dire, boire et manger, et ensuite une annonce pour le duty free. Il y a 2 annonces, donc j'entends rien, il entend un peu trop. Il en entend 5. 5 annonces hyper fortes au micro qui saturent en anglais et en français. Ah, Jean, il y a plein d'annonces, il dit. Peut-être sur les vols Tel Aviv, alors, des vols assez longs, des vols de 5 heures, peut-être qu'ils font ça, mais normalement, c'est bon. Ou alors, c'était en fin de mois, il fallait faire un petit peu de chiffre. On ne sait pas. Peut-être. Réaction, justement, de Skyflyer Aviation qui nous dit, hop, si ça veut s'afficher, voilà. J'imagine que le prix que ça coûte un tour de piste réel en 737, tu as un ordre d'idée ? On te l'a dit ou pas? Non, on me l'a pas dit. C'est vrai que les prix dans l'aviation, c'est toujours assez délirant. Quand on apprend ce que coûtent certaines choses, c'est assez fou. Mais j'ai pas d'idée. D'accord, pas d'idée. Et autre question de Golf Lima 97 qui te demande, tu as fait ton ATPL théorique dans un autre organisme que FTE?
Oui, la TPL théorique, j'avais fait ça à distance. Donc j'étais lié à Aéro-Pyrénées, normalement, mais j'ai vraiment fait ça en solo. C'est-à-dire que c'était juste sur le papier, j'avais l'organisme qui me suivait, mais sur le papier, quoi. J'étais autonome. Et tu le travaillais à côté, enfin, comment dire, avec le métier à côté? Oui, alors j'ai fait la première partie, j'ai fait ça pendant les études à l'ESTACA, et la deuxième partie pendant mon métier, ouais. Ce qui a été Ce qui n'est assez pas chaud, on évident. va dire, dans ma vie. Oui, ça a été chaud, ouais. Ouais, ouais. Ce qui n'est pas évident, parce que ça représente quand même. J'ai laissé des plumes. Voilà, c'est une masse de travail qui est conséquente, hein. Oui, oui, oui. En, Ça fait en combien partie de des temps tu l'as sacrifices, hein. fait au total? Alors, bon, ça compte pas trop. En fait, j'ai fait les 6 ou 7 modules. Alors, c'était combien? 14 modules ou 12? Je sais 14 plus. au total. 14. Ok, donc j'ai fait 7 modules pendant l'ESTACA. Ensuite, j'ai arrêté un petit peu pendant je sais plus combien de temps, pendant un an, il me semble. Et puis j'ai fait les 7 autres après. Donc pendant un an, j'ai rien fait pratiquement. Ok. Oui, donc Et après, en la gros, réglementation a changé puisqu'on avait un temps beaucoup plus limité pour passer justement ces 14 modules. voilà, il y avait un temps limite et en fait, je me suis vraiment laissé beaucoup de temps parce que je voulais me consacrer justement à mon stage de fin d'études d'ingénieur et au début de mon job d'ingénieur. En fait, mentalement, c'était dur de jongler avec tout. Et une fois que j'étais un peu à l'aise dans mon job d'ingénieur, là, j'ai commencé à reprendre ça. Et ça représentait quoi, par exemple, sur une journée classique entre le travail et la TPL? Ça donnait quoi à peu près? Journée classique, je dirais que, alors, je me levais, on va dire, vers 6h30 le matin. Je travaillais de 7h à 8h. Et puis ensuite, je partais bosser. Le soir, je rebossais, on va dire, de 20h à minuit, grosso modo. Ah oui. C'était assez. Et les week-ends, c'était ça pratiquement à 100%. Ça a été assez intense, hein. Hmm. Ouais. Si c'était à refaire, je ferais ça différemment, je pense. D'accord. Et t'as mis combien de temps alors pour en tout? Ouais, Bah, ça fait 2 Enfin, ans, quoi, à pour peu près, quelque chose enfin, comme la ça. TPL là, révisée comme ça, à ce C'était un- rythme-là? T'as mis combien de temps? alors ça, ce rythme-là, je l'ai fait que à la fin parce que et donc ça, j'avais dû le faire en 3 mois, il me semble, pour les 7 derniers modules. Ouais, c'est pas mal, hein. D'accord. 7 modules en 3 mois, Bien. franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Après, bon, j'avais aussi les études d'ingénieur qui m'avaient un petit peu aidé, on Hmm. va dire, sur certaines logiques. Voilà, T'avais déjà des bonnes bases de connaissances techniques sur les voilà, systèmes, etc. quoi. voilà, j'avais quelques bases en effet. Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah super. Donc ensuite, alors, on a dit maintenant tu es chez Transavia. Qu'est-ce que tu apprécies aujourd'hui avec le recul depuis le moment où tu es rentré, on va dire, sur 737, ton expérience sur TUI, maintenant ton expérience sur Transavia, comment est-ce que tu vois ton évolution, comment tu ressens tout ça? Alors, l'évolution, déjà, moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que on a tout le temps quelque chose à apprendre. En fait, au fur et à mesure où on avance dans la carrière, on se rend compte qu'on peut gratter dans les connaissances, on peut aller chercher d'autres choses, on peut se perfectionner. Des fois, il faut réapprendre des choses qu'on pensait connaître, en fait, on les connaît plus. Donc, c'est en permanence une remise en question et il faut apprendre des choses. Ça, Ouais. c'est vraiment agréable. Mais en même temps, plus on progresse, plus on a d'expérience, moins ça demande de ressources pour opérer l'avion. Et plus on a aussi un petit peu d'expertise. Donc, donc on se sent à l'aise et on sent qu'on peut aller plus loin dans les vols et vraiment avoir une bonne conscience de la situation sur les vols. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ok. Un autre point alors j'apprécie beaucoup dans le métier, d'autant plus maintenant que je suis chez Transavia avec un contrat de travail en CDI où on se soucie un peu moins de l'avenir, parce que pendant très longtemps j'ai été angoissé, hein. Le métier de pilote, c'est tomber amoureux de quelque chose c'est un amour passionnel, mais qui est vache quand même, hein. Ouais. Donc, c'est beaucoup d'incertitudes en permanence. On ne sait pas est-ce qu'on va garder notre job, le Covid, etc. Et donc, c'est vrai que maintenant que tout ça est de côté parce que je me sens stable et que je fais confiance dans mon employeur pour garder mon job et moi, j'ai confiance en moi pour garder mon job, c'est agréable, c'est que je fais mon vol. Le vol peut être stressant, mais quand le vol est terminé, c'est terminé. Il n'y a plus de soucis, on n'a plus de problème, on n'a plus rien, on passe à autre chose et on peut vaquer à nos occupations. Et Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. j'en conclus que
chez TUI, tu n'étais pas en CDI. Non, non, chez TUI, j'étais en CDD, contrat saisonnier. On travaillait du mois d'avril au mois de septembre, octobre. Et le reste, j'ai eu la chance un hiver de pouvoir voler avec TUI et le reste, c'était chômage. D'accord. Bah, vous voyez, c'est assez Voilà. incroyable de se dire que même chez les pilotes, on retrouve aussi des saisonniers, comme on peut trouver en saison à la montagne, voilà, des gens qui sont embauchés pour faire une saison. Et ben, ça existe aussi chez les pilotes. Incroyable. Voilà. Voilà, tout à fait. Ouais. Ok. Petite question. Alors, tu as donné à peu près un petit peu la réponse, mais Jean qui nous demande plutôt, est-ce que c'est plus stable chez Air France? Parce que c'est le même groupe. Par rapport à Transavia ou par rapport à TUI, plus Par stable. rapport à l'ensemble, je suppose. Alors, chez Air France, la carrière est plus stable. C'est-à-dire que donc chez un pilote chez Air France ou chez Transavia, déjà on a le même contrat de travail. Donc on a un CDI avec Air France et on fait les mêmes actes de carrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, si demain, par exemple, je veux aller faire du long courrier chez Air France, je suis dans le vivier de pilote Air France et puis Air France va dire on a besoin de 100 pilotes pour aller sur 777 par exemple. Eh bien, ils vont prendre les 100 pilotes avec le plus d'ancienneté qui sont éligibles. Mais ils vont prendre les pilotes Air France et Transavia. Ouais. Voilà. Donc, la stabilité Air France ou Transavia, c'est pareil. C'est exactement la même chose. À mon point de vue, après, forcément, il y en a certains qui trouveront qu'il y a des petits détails qui font que chez Transavia, c'est un peu moins stable. Peut-être le planning, on a un petit peu moins la main sur le planning que chez Air France, etc. Mais c'est des petits détails, ouais. Ouais. Alors, petite question justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, toi, tu es sur 737. Il y a des pilotes chez Air France qui sont sur A301. Effectivement, s'il y a un appel sur, tu parlais du secteur 777. Alors, 777, 737, c'est un peu plus proche. Est-ce qu'il va y avoir un choix qui va être fait aussi par rapport au type d'avion sur lesquels sont les pilotes? Non, normalement, non. C'est vraiment fait à l'ancienneté. Donc, il y a deux choses qui sont prises en compte, trois choses qui sont prises en compte. C'est est-ce que le pilote a l'expérience minimum pour aller sur le nouveau secteur? C'est-à-dire pour aller sur long courrier chez Air France, il faut la TPL pratique. Donc la licence de pilote de ligne. Il ne faut pas être pilote professionnel avec une qualification d'avion de ligne. Il faut avoir la licence de pilote de ligne. Ouais. Donc est-ce que le pilote a la TPL? Et et après, donc ça c'est le premier point. Et il faut 1500 heures, c'est ça? Voilà, 1500 heures. Et ensuite, il faut être assez haut dans la liste de seniorité. Ok, tout simplement. Le dernier point, c'est il ne faut pas avoir fait de formation récemment en fait, sur un autre avion. C'est-à-dire qu'Air France ne va pas non plus nous payer une qualification en 2022 sur 777, 2023, ah bah, je veux faire du 350, et 2024, finalement le 87 est pas mal. Voilà, Ouais. on a des temps d'amortissement, il y a tout un tas de choses à prendre en compte là-dedans, mais on s'engage pour une durée sur un avion. D'accord. Donc toi, quels sont tes objectifs justement à venir là? Alors, ben, les objectifs, ça dépendra déjà. Bon, j'ai des objectifs, c'est des rêves entre guillemets, parce que je sais pas, ça dépendra de la croissance de la compagnie, ça dépendra des postes qui seront disponibles, mais ce sera une carrière très classique chez Air France, c'est-à-dire passer copilote long courrier dès que je peux, pour aller sur 777 si possible. C'est un avion qui me fait rêver, je trouve. Enfin, c'est vraiment l'avion mythique. Donc du 777, le réseau aussi est assez intéressant, donc ça me permettrait de faire des destinations top. Et ensuite, pareil, le plus rapidement possible, de revenir chez Transavia pour essayer de passer commandant de bord sur 737 si les 737 restent assez longtemps dans la flotte. Ah, oui, c'est aussi une question. On en avait parlé d'ailleurs il y a quelques temps, puisqu'il est envisagé de remplacer justement les 737 par des 321, je crois, Néo. Voilà, ouais, exactement, par les 320 Néo. Et du coup, bon, ça dépendra combien de temps reste le 737 dans la flotte, des besoins de Transavia en commandant de bord. Mais voilà, si j'arrive à faire ce passage rapide sur un courrier et revenir sur 37 comme commandant de bord, j'essaierai de le faire. Après, je me laisse plein d'ouvertures. Si jamais il y avait des postes de commandant de bord qui s'ouvraient pour lesquels je puisse être éligible, peut-être que je ferais directement droite-gauche. Donc, de droite-gauche, c'est changement de siège. Du siège droite de copilote à gauche, commandant de bord, directement chez Transavia, si jamais
si jamais j'avais la possibilité et si jamais les évaluations, simulateurs, etc. se passaient bien. Je me laisse toutes les options. D'accord. Ok. Voilà. Freefly qui demande est-ce que c'est la même chose pour Hop, qui est aussi. Alors, c'est pas exactement la même filiale que Transavia chez Air France, mais c'est un groupe qui appartient au groupe Air France. Oui. Alors, pour Hop, je ne suis pas expert pour ce qui se passe chez Hop, mais alors je crois qu'ils ont le système de seniorité également, eux, pour passer de copilote à commandant de bord. Ils ont la possibilité également de passer une sélection qui leur permet de passer ensuite pilote chez Transavia ou chez Air France. D'accord. Oui, donc Et c'est un donc peu séparé d'intégrer. par rapport au groupe, on va dire Air France Transavia, et il y a Hop qui est un peu à côté, mais c'est pas des mêmes passerelles directes. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Si vous avez encore des questions dans le chat, n'hésitez pas à poser-les, parce que c'est vrai que l'heure avance, et si vous voulez les poser en temps réel, n'hésitez pas à le faire, au contraire. Nico, tu avais quelque chose, toi, à réagir justement sur ce que vient de nous dire Robin? Bah, honnêtement, je suis pas trop avion de ligne. Et non, non, j'écoute, je m'intéresse à un peu ce qui se passe. J'ai un copain qui était chez Transavia, je sais pas si tu le connais, Johan Tivera. Euh, Non, non, j'ai pas. Il est commandant de bord ou Il est commandant de bord, mais il doit être passé chez Air France maintenant depuis un moment. ah, d'accord. Euh, donc voilà, donc non, non, mais je sais pas, c'est tu passer peut-être sur Airbus, la philosophie Airbus, la philosophie Boeing, c'est ça aussi. Il y a toujours une dualité entre les deux Ok. philosophies de construction. On dit que Boeing c'est plutôt des avions de pilote, et toi comme aussi tu es ingénieur, on dit que Airbus c'est des avions d'ingénieurs. Donc, qu'est-ce que tu en penses, quoi? Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette dualité-là entre les marques Ah d'avions? oui, ah oui, oui, la dualité, ouais, j'en ai entendu parler assez souvent. Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez simple, hein, au final. J'ai beau avoir le diplôme d'ingénieur, etc. Je suis assez simple et pragmatique et du coup, j'adore Boeing pour ça. Ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que je pense aussi au 777 pour la suite. Et j'adore. Alors, j'aime beaucoup piloter. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, de pouvoir déconnecter le pilote automatique, de faire mes approches à la main, si possible sans les flight directors, les directeurs de vol. C'est quelque chose d'assez important et Airbus me fait un petit peu peur là-dessus parce que j'ai peur que le joystick, le fait qu'il n'y ait pas de retour de force, qu'on on voit pas la manette des gaz bouger toute seule, etc. J'ai peur d'être dans quelque chose de peut-être trop aseptisé, dans lequel j'aurais un peu peur de perdre ce côté pilote qui me tient à cœur, ce côté aviateur presque Hmm. qui me tient à cœur. Ouais, Voilà. c'est intéressant parce que, comme effectivement, tu as travaillé chez Airbus, tu as une formation d'ingénieur, tout ça, et là, il y a ton côté en fait pilote en fait qui prend le dessus en fait là-dessus, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, dans mes rêves les plus fous, quand je m'imagine un peu ma carrière, je me dis, première partie de carrière, c'est du Boeing. Et puis, quand j'aurai un peu d'autres choses, peut-être moins de passion, etc., je me dis, j'irai plus sur Airbus pour être dans un avion plus confortable. C'est vrai que les Airbus sont plus confortables. C'est beaucoup plus confortable. On a plus de place, l'avion, enfin, je pense au 350, il est extrêmement bien pressurisé, il n'est pas fatigant, il y a moins de bruit par rapport à un 777. Et je me Mhm. dis, bon, ça, ce sera dans une autre partie de carrière où j'aurai plus à cœur de me préserver et d'être moins Ouais, fatigué. ouais, parce que tu fais combien, t'as dit tout à l'heure, 1,95 m, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 1,95 m. faut se plier en 8 quoi, pour entrer dans un cockpit d'avion, là. Ouais, alors dans un 737, oui, oui, oui. À chaque fois que je sors du poste, j'ai des remarques, hein. Mes collègues ou alors les passagers me disent, mais vous étiez assis là-dedans? Et oui, Hmm. et oui, ça rentre. Eh, le bouton, il est sur on, là, c'est toi? Ouais, ouais, je me suis cogné en rentrant, là. Je me suis cogné, ouais. Alors, on parle justement de pilotage, enfin tu parles de pilotage en disant que ce côté-là justement t'attire. Est-ce que tu continues, ou est-ce que tu pourrais conseiller en tout cas, si tu avais la possibilité, de continuer justement en tant que pilote de ligne à pratiquer l'aviation légère en aéroclub, même pourquoi pas, je sais pas, moi faire de l'instruction, ce genre de choses. Alors, à titre personnel, je le fais plus, malheureusement. Et ça, c'est vraiment un regret. J'ai raté
J'ai raté le coche à un moment, j'aurais dû peut-être faire FI pour avoir la possibilité de transmettre, de continuer de voler. Et Donc FI, c'est maintenant, instructeur, hein, pour ceux qui... instructeur, oui, instructeur. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup d'argent dans l'aviation, par les formations, par l'aéroclub, etc. J'ai mis beaucoup d'argent. C'est une passion. Et maintenant que je vis de ma passion, j'ai pas envie de continuer de mettre de l'argent dedans pour l'instant parce que je préfère m'orienter, on va dire, sur d'autres objectifs de vie, en fait. Ah. Et puis, voilà. C'est légitime, c'est normal. Ouais. Voilà. Ah, il y a Et c'est la pour ça famille, que- hein, il y a la maison, il y a pas que famille, l'aviation dans la maison, vie. Hein. Acheter l'appartement, etc. Oui, bien sûr, Ouais. Voilà, c'est pour ça. Mais par contre, c'est sûr que plus tard, je reviendrai dessus quand ces objectifs-là seront passés, bien sûr. Ça reste D'accord. trop important. Il y a des casques à acheter avec des ordinateurs qui vont bien, des joysticks qui vont bien, Voilà, des c'est- lunettes c'est- virtuelles qui. Ah là, tu t'es fait griller, là, Robin. Là, il vient de t'attraper, Nicolas, là. Ceci dit, ça reste Non, quand mais- même moins onéreux que l'aéroclub. Ouais, non, mais c'est comme moi, c'est comme si on me disait, bah t'as encore acheté une maquette, c'est de l'aviation. Hein. On Ouais. se fait rattraper par la patrouille. Hein, Ouais, voilà, et c'était la question aussi, je pense à Fred. Hein. C'était est-ce qu'on verra Robin dans le ciel du 71? Voilà, c'était la question qui se pose. Peut-être même la question du soir. Un jour. Avec plaisir. Non, mais je reviendrai. Non, vraiment, je reviendrai, c'est important. Mais encore une fois, d'autres projets, peut-être avec les générations futures, quand j'aurai envie de transmettre tout ça, oui, bien sûr que ça me plairait de transmettre. Voilà, ouais. Oui, à Ouais. Pouillou, Ah, le Florian, jour où- exactement. Le jour où tu fais un Paris-Marrakech, en passant au-dessus, là, tu te mets sur la fréquence du club et puis tu fais un petit coucou. Voilà, très C'est bonne vrai. idée. C'est vrai. Alors, j'avais pris quelques photos d'en haut, je les avais envoyées sur le groupe Facebook de l'aéroclub d'ailleurs, parce que ça m'arrive de passer au-dessus. Mais ouais, je continue. Je passe Faire un le petit peu baptême à de la l'air de fréquence. Maël à Pouillou. Voilà. Voilà, exactement. Petite question Alors, Maël, très il est intéressante. couché, hein, j'ai vu passer le message. Hein. Maël, il est couché, donc ça Ah, y est, voilà. on peut commencer Maël, à délirer sur les Très bien. gonzesses Sur et les tout. hôtesses et tout ça. Question de Jean, très bonne question de notre ami Jean, mais qui est plus orientée Ah. Air France. Pourquoi Air France ne veut plus d'A380? Alors, non, alors, je suis pas expert là-dedans. Maintenant, je pense que l'A380, c'était un avion qui n'était pas assez rentable. Quand on regarde, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais si vous faites des ratios de consommation charge utile, au final, l'A380, il consomme énormément pour transporter pas beaucoup, en fait, au final. Le ratio est pas intéressant par rapport à un 350 ou un 777. Donc il serait rentable si l'avion était blindé, c'est-à-dire avec je sais plus combien, 800 personnes dedans, quoi. Oui, c'est ça, blindé avec 800 personnes, mais il me semble que c'est un problème de charge utile offerte, consommation, et même comme ça, finalement, 800 personnes, je suis pas sûr que ça fonctionne bien dans les modèles des compagnies aériennes. Oh, il coûtait trop d'argent. Et puis, avoir un avion dans une compagnie aérienne, avoir plusieurs types de machines différents, ça coûte très cher parce que c'est des secteurs pilotes, c'est des secteurs maintenance, donc c'est autant de gens à former pour un type très spécifique. Faut continuer d'entretenir pas mal de choses, les réseaux de fournisseurs, je pense, pour la maintenance, pour les pièces. Et finalement, il vaut mieux peut-être avoir juste 2 ou 3 types. Là, ça faisait quand même 4 types de machines différents pour Air France sur le long courrier. Ça faisait beaucoup. Oui, Ça faisait sûrement beaucoup, ouais. d'accord. Donc, autant sortir le moins rentable à ce moment-là. Ok. Et en précisant d'ailleurs accessoirement que c'est Emirates justement qui est en train d'investir dans ces A380. Ils sont en train de faire des rétrofits complets, mais qui représentent une cinquantaine d'appareils ou quelque chose comme ça. Hein. C'est assez impressionnant. Mais Emirates, eux, ils ont 2 types d'avions, le 777 et le 380. Ils n'ont que ça. Et eux, c'est vraiment leur modèle de faire du hub à hub. Donc, c'est vraiment des grosses destinations. Donc là, le 380 s'y prête. Air France, je ne sais pas si le modèle s'y prêtait vraiment bien, quoi. Ouais, Emirates c'est Singapour, hein, nous dit Jean, tout à fait. Ouais. Ok, très bien. Écoutez les amis, 20h55 UTC, je vous propose tout de suite de tourner la dernière page de l'émission. Si vous avez des questions à poser à notre ami Robin pendant encore, allez, on va dire 5 grosses minutes, n'hésitez pas à le faire. On lance le jingle foire aux questions, remise de gaz et n'hésitez pas à poser avec vos questions à Robin, c'est maintenant.
La foire aux questions remise de gaz, les 5 dernières minutes avec notre invité de ce soir, Robin, copilote chez Transavia. On a parlé un petit peu de son parcours, de sa carrière, de ce qu'il aime dans ce métier. Quel est pour toi... Alors tiens, si, on va parler un petit peu de facteur humain. Quel est... alors le facteur humain, vous savez, je le dis pour tout le monde, hein, c'est l'impact, on va dire plutôt les conséquences du décisionnel de l'être humain dans son métier, dans son environnement, puisque c'est vrai qu'on est dans des avions, on est plutôt dans un secteur hostile, on va dire, dans un environnement hostile. Comment toi tu vois les choses en tant que pilote de ligne sur ce facteur humain avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Alors, ben, c'est une très bonne question. En fait, les facteurs humains, pour moi, c'est 90% du métier au quotidien d'un pilote de ligne. C'est-à-dire qu'une fois Ah oui. qu'on a l'aspect technique qui est venu, bon, ça, on travaille dur au début pour avoir tout cet aspect technique, pilotage, SOP, enfin les procédures, etc. Et ben, ensuite, on nous lâche en ligne avec un commandant de bord qu'on ne connaît pas, nous, copilote, un équipage derrière qu'on ne connaît pas forcément, des passagers, un milieu technique qui est assez complexe, mais au final, 90% c'est du facteur humain. C'est apprendre à travailler avec l'autre à côté, à communiquer avec lui, à être sur la même longueur d'onde en permanence. Et c'est vraiment, pour moi, ce qu'il y a de plus important dans le métier. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup devenir CRM instructeur par la suite. Donc, j'attends qu'il y ait une campagne qui s'ouvre en interne. J'espère qu'ils en ouvriront une et que je pourrai réussir la sélection. Parce que ça me parle beaucoup. Alors CRM, c'est Crew Resource C'est, Management, donc le management Voilà. quelque part de l'humain, du pilote dans son environnement. Voilà, qu'on pourrait presque appeler aussi maintenant compagnie resource management, hein, parce que finalement, quand on discute avec quelqu'un de la maintenance, c'est la même chose. Si on appelle la maintenance en disant bon, ton avion de merde, il est encore en panne, ça me saoule, c'est forcément pas très CRM tout ça. Et Oui. il va falloir aussi essayer d'être, voilà, des fois de prendre des pincettes. On appelle quelqu'un, il est 4h30 du matin, 5h du matin, il faut qu'on lève un doute sur un système, etc. Il n'est pas réveillé, on n'est pas réveillé, il faut apprendre à communiquer Voilà. et à faire preuve de diplomatie. Oui, puis Psychologie. avec le commandant de bord, copilote, il faut... Parce que comme tu dis, hein, c'est pas tout le temps les mêmes personnes. C'est pour ça qu'il y a une standardisation, en fait, dans les procédures, dans la façon de travailler, une standardisation très précise. Et en fait, pilote-copilote, il faut établir en quelques secondes une certaine complicité, en fait, pour que ça se passe bien, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc ça, c'est primordial. Alors, c'est facile après, c'est facile parce qu'on parle avec des gens qui ont déjà la même passion que nous. On a des valeurs qui sont quand même similaires. Donc déjà, il y a pas mal d'atomes crochus. Mais néanmoins, des fois, on se rend compte que ça marche pas et il faut prendre sur soi. Voilà. Oui. Voilà, il faut se reposer, en fait, justement, sur cette standardisation précise de travail en équipage, en fait. C'est ça, tout à fait. Et puis, quand ça marche pas, voilà, en effet, c'est le travail en équipage, les procédures. On dit, de toute façon, ça marche pas, on sera pas les meilleurs amis du monde, ça c'est sûr. Mais par contre, on a des procédures qui sont là, on les respecte à la lettre jusqu'à la fin. Et puis, après, on sera content de finir la journée. Ça fait Ouais, partie voilà. du job. Ça fait partie du job, voilà. D'accord. Et bienvenue à Vince qui vient d'arriver, nouveau follower de la chaîne, bienvenue. Vince, dans la zone aéro. Il y a deux petites questions qui sont tombées dans le chat hein, et je pense que ça y est, on arrive sur la fin. Julien Ouais, R3 c'est qui nous rigolo dit avec comme humour, est-ce qu'il serait possible de faire une pétition pour le retour du Concorde? Alors, mon cher Julien, comment te dire ça va être compliqué. Oui, pourquoi pas, hein, on peut faire une pétition. Hein. Oui, voilà, on peut la faire, Je suis pas techniquement. interdit de faire une pétition. Après, est-ce qu'effectivement, on aura un nouveau Concorde? Je sais pas. C'est ça. C'est pas trop dans l'air du temps, je crois. Hein. Mais c'était un bel avion, hein, c'était un beau projet. Hein. Autre question de Florian qui dit, c'est quoi ton film d'aviation préféré? Ça va intéresser Nico, ça. Ah ouais. Pearl Vas-y. Harbor, alors? C'est Pearl Harbor? Non. Nul, Il mauvaise est taquin. réponse. Non, je pense que ça va peut-être paraître bateau. J'ai beaucoup aimé Sully. Justement, l'aspect. Alors, Sully, il faut savoir que j'ai énormément regardé pendant ma formation de pilote, notamment quand je passais sur 737. Que je l'ai beaucoup regardé le passage où il a la panne moteur, la double panne moteur. Parce que je me disais, il a ce fameux startle effect, vous savez, l'effet de surprise qu'on a
on a un incident en vol, quelque chose, une panne, où on fige un petit peu et ça peut nous faire perdre nos moyens. Et je regardais Sully pour m'inspirer en fait. Je me disais, mais la manière dont le gars il bosse, bon c'est un acteur, c'est Tom Hanks derrière, mais la manière dont il bosse, le calme qu'il a, le sang-froid, jusqu'à la fin aussi, il met son copier un peu dans la boucle. Mm. Je crois même que la dernière chose qu'il lui dit, c'est est-ce que tu as quelque chose à proposer? Ce qui est c'est quand même bien. C'est-à-dire que le capitaine, jusqu'à la dernière seconde, il se dit si le gars à côté, c'est encore une ressource. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Ça m'a plu, ouais. Ça m'a plu. Donc, c'est vrai que sur les avions voilà. modernes, comme tu dis, je veux dire, quand tu as un aéroclub, tu as une panne, tu sais tout de suite ce que c'est. Tu vois. Tandis que là, sur les gros avions, avec tous les systèmes, tu te demandes, il y a un certain temps où tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Même si tu vois les voyants des deux moteurs à zéro, tu dis qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, sur le 737, parfois, on peut avoir une panne électrique qui va s'allumer. On va se dire, ah tiens, on a perdu une génératrice. Sauf qu'en fait, c'est une panne moteur. Et au début, on va être tout benet devant cette panne électrique. Et tout de suite, il faut prendre le réflexe de regarder les paramètres moteurs. Voilà, enfin, du coup, il faut faire gaffe. Il faut toujours faire attention et rester calme. Ok, panne électrique, mais paramètres moteur, c'est en train de tomber en panne, j'assure ma trajectoire et puis ensuite on déroule quoi. Dans les anecdotes, tu as eu ce genre de choses? Pardon, j'ai pas. Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus? Est-ce que ça t'arrivait en vrai? Non, des pannes en vrai. J'ai eu double. Pas chez Transavia, ne vous inquiétez pas. J'ai eu une double. Alors les deux FMC. Les deux ordinateurs de bord qui ont rebooté en fait donc l'avion est passé en mode control wheel steering, hein, donc l'autopilote a dit moi je garde juste l'attitude de l'avion et le cap, je sais plus ce qui se passe. Les deux ordinateurs sont éteints, les MD se sont vidés de leurs informations et on s'est retrouvé en fait en mode basique de chez ultra basique, pas savoir trop ce qui se passait, voilà. Et donc là ne sachant pas du tout, j'ai pris l'avion. Donc j'étais encore en vol. En fait, ça m'est arrivé 2 fois. Ah oui. Les 2 fois, ouais. La première fois, ne sachant pas, j'étais avec un instructeur, c'était en vol d'AEL, en vol d'entraînement. J'ai pris l'avion à la main en croisière. Lui, il a rapidement traité la panne et puis on a réussi à en redémarrer un et il a basculé des infos sur celui-là. Ouais. L'autre était en rate sur le reste du vol. Et la deuxième fois où ça m'est arrivé, en fait, ils ont rebooté. Donc pendant 30 secondes, on n'a rien eu. Puis après, c'est revenu gentiment. On a réengagé les modes du pilote automatique. On n'a pas eu besoin de déconnecter. On est resté en mode basique. Et voilà. D'accord. Et Vince qui demande, ça venait quoi du coup, ce reboot sauvage? Vous avez su le fin mot de l'histoire? Reboot, aucune idée. Je sais pas. Je sais que c'est arrivé une fois ou deux sur cet avion. Donc, mais je sais pas. J'en ai pas plus d'infos dessus. D'accord. Donc il faut s'attendre à tout quand même. Faut s'attendre à tout, ouais. Une hôtesse qui a accroché le fil, quoi, dans le couloir. La prise, elle s'est débranchée. Tout de suite. Tout de suite. Attention, Sandrine qui ne sera pas contente. Hein. Attention à ce qu'on dit. Peut-être. Après, une autre petite panne. Non, oui, ou à Stewart. J'aurais dû dire à Stewart. Voilà. Question de Jordan. Très bonne question de notre modérateur favori. Est-ce que, de concert avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas, vous pouvez demander de ne plus voler ensemble? Il y a une procédure, oui. En effet, il y a une procédure qui est pas anodine. Je ne l'ai jamais fait, je la connais pas dans le détail, mais on peut en effet écrire au planning et au chef pilote, dire voilà, il y a eu un vol, ça s'est mal passé, je ne veux plus voler avec cette personne. C'est bien, ça veut dire que tu t'entends avec tout le monde. Oui, je suis une bonne patte, hein, moi, ça va normalement. Bon. Normalement, ça se passe pas trop mal. Mais voilà, on en revient sur l'honnêteté intellectuelle aussi, là, à ce niveau-là. Oui, je pense, oui, en effet. Faut être honnête et ça met en confiance aussi les collègues hein, quand on arrive, qu'on n'est pas bloqué. Mais dès le briefing, hein, des fois, on peut avoir raté une info dans le briefing et le collègue il peut dire attends, t'as pas vu ça. Soit je le cache, soit je dis désolé, je passe à côté. Et voilà, ouais. Et d'où la réaction de Jean qui nous dit quid des tests psy pour ne pas se retrouver avec un dépressif qui nous mettrait dans une montagne, et je pense qu'il fait référence au fameux vol de la Germanwings. Les choses ont quand même beaucoup évolué depuis. Hein.
Ça a bien évolué, hein. Pour mon intégration chez Air France, bizarrement, je n'ai eu aucune évaluation technique en termes de pilote. Pas une seule question théorique en termes de pilote. J'ai eu que du psy. Ouais. C'est que du psy. Donc, test de personnalité, entretien de groupe où on regarde si la personnalité qu'il voit à travers le test est cohérente avec nos interactions dans le groupe. Et ensuite, interview avec un pilote recruteur et une psy. Et pareil, il regarde si ça reste cohérent avec le test de personnalité. Ouais. Ok. Voilà. Et Vince qui dit les commandants de bord peuvent aussi avoir un ego un peu trop élevé et prendre en grippe quelqu'un? Point d'interrogation. Alors, moi, j'ai pas connu ça. C'est vrai que, en toute honnêteté, j'avais beaucoup d'appréhension avant de rentrer chez Air France parce que je me faisais une image peut-être de collègues qui pouvaient avoir beaucoup d'ego. Ce qu'on entend dire, hein, sur les Ouais. pilotes Air France, ils ont appris à voler aux oiseaux, etc. Enfin, ça me faisait un peu peur. Et franchement, là, en un an, je suis pas tombé sur ce type de personnalité. Au contraire, des gens plutôt ouverts d'esprit, très bienveillants. Ok. Bah voilà, c'est un joli retour Ouais. d'expérience en tout cas. Après, c'est vrai que ce que tu dis là sur les réputations, tout ça, c'est une minorité, ça ressort parce qu'effectivement, ça montre un certain contraste entre des caractères qui ont un ego comme ça par rapport à la majorité de la population, donc ça ressort plus. Donc effectivement, et en général, les gens, ils en font une généralité, ce genre de choses, alors que en fait, ils sont une minorité à avoir des égos comme c'est pas possible, hein, des galons de 12 barrettes sur chaque épaule. Ouais. Hein, mais sinon, la majorité, c'est des passionnés, c'est des gens ouverts et très Ouais. sympas, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais eux, on les entend pas parce que ça se passe bien avec eux, donc du coup, on les entend pas, quoi. C'est pour ça que je suis là ce soir, pour Bah oui, la bonne voilà. parole. Voilà. Ok, bah écoutez, c'est vrai. Il y a Freefly qui dit un pote a connu cela. Le commandant de bord a été mis à pied quelques mois plus tard. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, les choses ont quand même beaucoup évolué depuis ces quelques années. Ouais. Il fallait le dire. Bon, bah écoutez les amis, 21h08 UTC. Je pense que on n'est pas loin de l'émission la plus longue. Donc, ça fait plaisir en tout cas. Il y a pas mal de réactions et pas mal de questions sur le forum donc, qui sont passées. Donc merci à vous en tout cas. D'avoir pris le temps de participer un peu à tout ça. Fred qui nous dit un sacré bonhomme, ce Robin, un grand bravo à toi pour ton parcours. Grosse bise, au plaisir de se revoir. Et Free Merci Flight. Fred qui au passage a bien contribué aussi à ma réussite. Ah bah voilà. Parce qu'il a été mon instructeur pour le PPL, une partie du mûrissement et le vol de nuit. Voilà, donc merci beaucoup Ah, Fred. Et ben voilà. Hein. Et ben en tout cas, on t'applaudit. Voilà. Je pense que la voilà, Dream Team. on t'applaudit. Merci à toutes et tous. Merci Free Flight. Merci Jordan. Merci Vince qui dit qu'il a bien fait d'atterrir ici. Eh bien, tu es le bienvenu, Vince. Bah voilà, il y a tout le monde qui te félicite. Hein. Céline. Voilà. Bref, tout le monde. Jean aussi. Bernadette Chirac qui dit merci Robin. Voilà, tu t'es intronisé parmi les grands. Florian aussi. Aviateur 59. Voilà, tout le monde. C'est vrai que Seb, Oui. je reviens là parce qu'on a déjà eu des invités pilotes de ligne Hmm. qui, eux, avaient déjà de la bouteille derrière, hein, des moustachus. Et là, en fait, c'est un jeune Hmm. qui. Bah, un jeune, Qui ça fait arrive, quand même en déjà fait, qui est quelques dans- années quand même. Hein. Il vient pas d'arriver, Robin. Hein. Non, mais je veux dire, ou alors c'est parce qu'il fait pas son âge. C'est ça. L'aviation conserve. Et voilà, Mais l'aviation conserve, voilà. L'aviation conserve, c'est ça. voilà. Zex9, là j'ai du retard. Bah oui, tu arrives un petit peu à la fin. Là, on vient de terminer notre entretien avec Robin, mais pas de souci. Il y aura le replay. Le replay va être disponible dès tout à l'heure pendant 14 jours sur la chaîne Twitch. Et puis d'ici une quinzaine de jours sur la chaîne YouTube de la zone aéro. Voilà. Il est barbu quand même. Oui, il est barbu. Oui, j'ai quelques jours off là, donc du coup, Ah voilà, c'est ça. je me laisse aller. C'est la détente. Nico et Robin ont presque la même barbe. Bah oui. Ah. Ah, la mienne est un peu plus blanche là. Je me prépare là parce que je vais bientôt être au travail là dans la nuit du 25 Tu vas faire le du Père Noël, c'est ce que 24. j'allais dire. Ouais, bravo. Voilà. Ah, oui. C'est la coupe pilote, oui, tout à fait. Bon, Bon, merci Robin, hein. Très intéressant encore Merci ce à soir. vous. Ouais. Merci beaucoup. Merci de c'était m'avoir super. invité. Peux-tu nous partager la chaîne YouTube? Oui, bien sûr que je vais vous partager la chaîne YouTube. Ici, voilà, vous avez le lien dans le chat avec la chaîne YouTube. Vous pouvez alors, rejoindre en masse, abonner. Il y a toutes les émissions, en fait, quasiment.
depuis la création de la zone aéro. J'en profite pour dire que 2023 verra les 1 an de la chaîne de la zone aéro et que on va peut-être vous préparer une petite surprise l'été prochain. On vous en reparlera plus, mais il y a une idée qui est là et qui est en train de mûrir pour les 1 an de la chaîne en tout cas. Voilà, je vous rappelle le programme de la zone aéro à venir. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous, et c'est un rendez-vous important, puisque nous aurons la chance d'avoir le capitaine JP, d'ailleurs je crois que c'est capitaine ou commandant, je ne sais plus, il faudra qu'on lui redemande, capitaine JP, qui viendra nous parler de l'A400M, l'Airbus A400M, puisqu'il est pilote instructeur sur A400M, au sein donc de l'armée de l'air et de l'espace, et on va parler un petit peu de tout ça, puisque le 20e vient d'être livré, et la boucle est bouclée quelque part sur le sujet. Ça sera très intéressant d'en parler avec lui. Si vous avez des questions sur l'A400M, c'est la semaine prochaine, notez vos questions, et n'hésitez pas à venir les poser dans le chat. Ensuite, on se reporte sur le dernier mercredi 2 décembre, ça sera le 21 décembre, où on va vous amener un petit peu de touche féminine pour cette fin d'année, avec Mélanie Hassel qui viendra nous voir ici à la zone, voltigeuse hors pair. Elle a été instructrice aussi, on va faire le point un peu sur sa carrière, et puis on va lui parler de son engagement dans l'aérien, avec tout ce qu'elle fait. Elle va nous parler un petit peu de tout ça, ça va être aussi super intéressant, et on l'aura vraiment ici. Donc ça sera top. Et ensuite, trêve de Noël, et on se retrouvera début janvier avec plein de choses à venir. Il y aura normalement, allez je vous le dis, des photographes professionnels qui font des photos d'avion, on parlera un petit peu avec eux. On va avoir des pilotes de ligne, des pilotes d'aviation d'affaires. On va avoir, on peut les nommer, Jack Crine, on est toujours en relation. Alors, on avait parlé de Jean-Marc Jancovici, on avait parlé de Fred Courant, de C'est pas sorcier. Voilà, on est en train de continuer de travailler tout ça pour vous proposer, on va dire, des émissions de la meilleure qualité possible. Et si vous voulez contribuer à faire tout ça, n'hésitez pas à prendre vos abonnements, les amis. C'est grâce à vous qu'on va peut-être pouvoir monter un setup mobile. On en parlait, Nicolas. Essayer de faire quelque chose pour aller faire du reportage. Mais pour ça, il faut qu'on puisse investir dedans. Et il n'y a que vous qui pouvez nous soutenir. Si le contenu vous plaît, posez vos subs, les amis. Faites tourner les liens de la chaîne. Parlez de la zone aéro autour de vous. Faites en sorte qu'il y ait plein de monde qui vienne. Xavier T, oui, on pourrait par exemple discuter avec Xavier T. J'ai des listes d'idées, enfin voilà, n'hésitez pas à poser vos subs, à communiquer autour de la chaîne pour qu'on soit un maximum de monde, et comme ça on pourra augmenter la qualité des contenus qu'on vous propose en tout cas. Voilà, j'ai pas encore mon sub, n'hésitez pas à venir poser vos subs avec vos primes, ou voilà, c'est 2 cafés, c'est l'équivalent de 2 cafés par mois, donc voilà, on compte sur vous en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour. Le Discord, si, j'avais marqué ça. Voilà le lien Discord de la zone aéro. Venez nous rejoindre. On est dessus toute la semaine. Et puis, on s'échange des photos. Allez voir les photos de Robin dans la partie souvenirs de vol. On va aller voir ça. Ouais. Et puis, il y a plein de choses que Free Flight aussi met dans la rubrique la zone aéro maquette. Il y a des plans, il y a plein de choses. Rejoignez le Discord en masse et venez discuter tous ensemble. C'est un espace d'échange. Merci Robin encore une fois, merci Nicolas, merci Avec à toutes grand et tous plaisir. pour votre présence. De rien, une bonne soirée à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode A400M. Je vous propose de faire un petit raid, je crois qu'il y a Asgard qui était notre invité la semaine dernière, on va basculer chez lui. Donc restez avec nous, On peut les voir. voilà, restez avec nous le temps du générique. On bascule chez Asgard, après vous faites comme vous voulez, vous restez voir ce qu'il est en train de faire ou sinon vous partez à vos occupations. Mais restez, c'est important pour la chaîne et c'est important aussi de montrer voilà, qu'on leur rend quelque part l'invitation. Passez une bonne semaine et puis rendez-vous la semaine prochaine avec JP et la 400M. Ciao, ciao.